Je suis entré dans la salle de bal du chalet du Mont-Blanc à Chamonix, juste un peu avant le début prévu de la cérémonie, en essayant de calmer ma respiration tandis que l'air froid de la montagne soulevait l'ourlet de ma robe. L'endroit semblait tout droit sorti d'un magazine de mariage d'hiver. Lumière dorée tamisée, cascade de fleurs, un quatuor à cordes qui s'échauffait dans un coin, des gens se mêlaient en chaussures cirées et robes de créateurs. Je sentais déjà le pincement familier de ne pas être à ma place. Et je n'avais fait que 3 pas à l'intérieur. Pour quiconque écoute, que faites-vous en ce moment même où cette histoire se déroule? Je me souviens exactement de ce que je faisais à cet instant. Je me tenais là, dans une robe bleu marine empruntée qui était plus serrée que je ne l'aurais aimé, essayant de ne pas tirer sur les manches et prétendant que le nœud dans mon estomac n'était que de la nervosité, et non pas l'humiliation qui se préparait. Ce tout petit moment, juste avant que tout n'éclate, est quelque chose que je me repasse encore parfois. Une jeune employée m'a repéré et m'a fait signe de venir. Elle avait cet air pressé de quelqu'un qui essaie de rester calme tout en jonglant avec trop d'instructions. Vous devez être Élise Dubois. Sa voix était polie mais tremblante. Si vous voulez bien me suivre, nous allons vous installer. Installer? Je me souviens avoir pensé que c'était un mot étrange pour une place à un mariage, mais je n'ai pas discuté. Je l'ai suivi, dépassant l'arche en bois sculpté, dépassant des groupes d'invités qui ne regardaient pas dans ma direction. Mes chaussures crissaient sur le sol poli alors que nous nous éloignions de plus en plus des chaises installées pour la cérémonie. La jeune femme a poussé une porte battante en métal, et soudain, la musique élégante s'est estompée derrière nous, absorbée par le cliquetis de la vaisselle et l'odeur piquante des oignons qu'on hachait. Je me suis figé. C'était la cuisine. Des comptoirs en acier inoxydable, des piles d'assiettes, une poubelle dans le coin, et une chaise en métal juste à côté d'un chariot de petits pains restants. Je les regardais, attendant la correction. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Mauvaise personne, mauvaise direction, tout est faux. Elle n'a rien dit de tout cela. À la place, elle a sorti son téléphone avec des mains qui tremblaient et m'a montré un écran. J'ai reconnu le nom immédiatement, ma sœur, Camille, la mariée. Il y avait un message de sa part qui disait « Mettez-la dans la cuisine. Elle ressemble à un cochon et va gâcher mes photos. Donnez-lui les restes. » En dessous, il y en avait un autre de ma mère. C'est mieux comme ça. Ne la laissez pas errer. J'ai fixé les mots pendant plusieurs secondes, comme si le fait de les regarder allait d'une manière ou d'une autre les réarranger en quelque chose de moins cruel, de moins familier, quelque chose qui ne me blessait pas jusqu'au plus profond de ces endroits dont je ne parle jamais. La jeune femme a murmuré, « Je suis vraiment désolé. Je dois suivre les instructions. » Je n'avais pas confiance en ma voix, alors j'ai juste fait un petit signe de tête et je me suis assise sur la chaise en métal. Le bord s'enfonçait dans mes cuisses. Un chef est passé à côté de moi sans même me jeter un regard. L'air était chaud et épais et sentait l'ail et le beurre brûlé. J'ai gardé mes mains sur mes genoux pour que personne ne les voie trembler. Puis je l'ai entendu, faible au début, puis sans équivoque, la voix de ma sœur est parvenue du couloir à travers la porte entr'ouverte. Elle n'est rien. Ça ne la dérangera pas de manger à l'arrière. Puis des rires, une autre voix, la voix de ma mère. Un léger gloussement d'approbation. Ma gorge s'est serrée et mes yeux me brûlaient, mais je me suis forcé à retenir mes larmes. J'avais appris il y a longtemps que les larmes ne faisaient que leur donner plus de munitions. Elles avaient passé toute ma vie à critiquer ma taille, mes vêtements, mes choix, mon travail. Elles disaient que je manquais d'ambition quand j'avais choisi un emploi stable d'examen de dossier financier au lieu de poursuivre une carrière prestigieuse. Elles se moquaient de mon poids à chaque occasion. Elles me traitaient comme une ombre suivant l'éclat de Camille. Et moi, pour des raisons que je ne comprends toujours pas entièrement, je continuais de venir, espérant que les choses changeraient. Je suis restée assise là, dans cette cuisine, entourée de cuisiniers et de serveurs, consciente d'une vérité indéniable. Elles avaient enfin dit tout ce qu'elles avaient toujours cru. Je n'étais rien pour elles, un fardeau, une honte, quelque chose à cacher. Le fait est que, parfois, quand une personne est poussée dans le plus petit des coins, quelque chose en elle arrête de se ratatiner. Quelque chose se redresse à l'intérieur. Je me suis levé de la chaise. Mes genoux étaient faibles, mais je me suis levé quand même. Je suis sorti par la porte battante. Les lumières du couloir étaient trop vives, et j'ai dû cligner des yeux jusqu'à ce que le flou se dissipe. Un couple de demoiselles d'honneur est passé en coup de vent, parlant du programme du photographe. Personne ne faisait attention à moi, ce qui était exactement ce que ma famille voulait.
Je me suis glissé dans une alcôve vide près de la sortie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Je n'avais jamais prévu de le composer aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais debout dans cette cuisine, quelque chose en moi s'est mis en place comme une pièce de puzzle qui attendait depuis des années d'être trouvée. La ligne a cliqué. Un homme a répondu, « Élise, soumettez le dossier ». Il y eut une pause, le genre de pause qui signifie généralement « Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire ça ?» Il a finalement dit « Êtes-vous sûr ?» J'ai regardé le long du couloir en direction des portes de la salle de bal. J'entendais une légère musique commencer. Camille devait être en train de poser pour des photos. Tout dans son monde était parfaitement chronométré. J'ai dit « Faites-le ». J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac à main et je me suis retourné, laissant mon regard dériver vers la porte de la cuisine. Les voix s'étaient tues. L'air semblait plus froid maintenant, plus calme, comme le moment avant qu'une tempête ne se rassemble. Personne dans cette salle de bal ne savait ce que je venais de mettre en branle. Personne ne savait quelles seraient les répercussions de cette unique décision. Ni Camille, ni ma mère, ni l'homme qu'elle venait d'épouser, dont je ne commençais que récemment à reconnaître le nom de l'entreprise. Mais moi, je savais, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais stable. Si vous écoutez toujours, je suis curieuse de savoir où vous êtes en ce moment. Êtes-vous en train de cuisiner, de conduire, de tricoter sur votre canapé? Dites-le moi. Parce que ce moment précis, dans ce couloir glacial, a été le moment où tout dans ma vie a pris une direction que je n'aurais jamais attendue. Et tout a commencé avec une chaise en métal dans une cuisine et un appel téléphonique. 6 semaines avant le mariage, je ne pensais ni à la dentelle, ni au centre de table, ni à l'apparence de ma sœur descendant l'allée. Je pensais à un tableur qui n'arrêtait pas de me tracasser. Je travaille à Lyon dans un bureau de financement de la santé publique, dans un immeuble de taille moyenne qui sent le café brûlé et le tonneur d'imprimante dès 9 h chaque matin. Mon titre semble plus prestigieux qu'il ne l'est en réalité, analyste principal pour la revue de programme. Ce que je fais vraiment, c'est m'asseoir avec des piles de demandes de cliniques, de projets de recherche et de programmes de santé communautaire, et essayer de déterminer qui dit la vérité et qui essaie de manipuler le système. Ce n'est pas prestigieux. Il n'y a pas de photos glacées ni de coupe de ruban, mais c'est le seul endroit dans ma vie où les gens me demandent ce que je pense et écoutent ensuite vraiment. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. J'ai pris le tramway depuis mon petit appartement près du centre-ville, coincé entre un type en veste de chantier et une femme plus âgée qui tricotait quelque chose de bleu. J'ai regardé la ville défiler et j'ai vaguement pensé au déjeuner. Je ne savais pas encore qu'un simple dossier dans ma boîte de réception était sur le point de lier ma vie professionnelle tranquille aux aspects les plus bruyants de ma famille. À 8h30, j'étais à mon bureau au 10e étage, le cardigan déjà enlevé parce que le chauffage dans notre bureau ne correspondait jamais vraiment à la saison. Je me suis connecté au système, j'ai parcouru la file d'attente, et il était là, une nouvelle demande marquée comme « haute priorité ». L'adresse d'origine était celle d'une entreprise que je n'ai pas reconnue au premier coup d'œil, quelque chose avec « Montblanc » dans le nom et une longue chaîne de lettres après. Je l'ai ouverte et j'ai parcouru le résumé. Une société biomédicale privée basée près de Chamonix demandait un important programme de soutien pour un nouveau traitement qui, selon elle, améliorerait l'accès pour les communautés mal desservies. Ils avaient tous les mots à la mode, rural, mal desservi, innovation. C'était le genre de récit qui excitait généralement les gens des étages supérieurs. Mon travail consiste à regarder au-delà du récit. J'ai examiné les données financières. En surface, tout semblait rigoureux, presque trop rigoureux. Les chiffres d'affaires grimpaient nettement d'une année sur l'autre, d'une manière qui me donnait un petit pincement à l'estomac. Une croissance réelle est rarement aussi lisse. J'ai vérifié leurs déclarations de revenus, j'ai recoupé ce qu'ils avaient envoyé avec ce qui était archivé dans les bases de données publiques. 2 années correspondaient, une non. Une ligne qui aurait dû montrer une perte était plutôt arrondie à la hausse pour ressembler à un gain modeste. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai regardé l'écran. C'est dans des petits détails comme ça que les histoires dérapent. Soit quelqu'un avait fait une erreur très commode, soit ils espéraient que personne ne creuserait trop profondément. J'ai pris une note dans la marge de ma fiche d'examen, vérifier la déclaration de revenus de la 3e année. Demander des éclaircissements. J'ai continué. Leurs dépenses prévisionnelles pour les 3 prochaines années semblaient également incorrectes. Les allocations pour les programmes d'aide aux patients étaient impressionnantes. Très impressionnantes.
On aurait presque dit qu'ils essayaient d'éblouir quiconque lisait. Mais les coûts de personnel pour la même période étaient étrangement bas. Si vous prévoyez de gérer autant de cliniques, vous avez besoin de personnel, de vraies personnes, des infirmières, du personnel de soutien, des chauffeurs. Ces salaires devraient être là. Ils ne l'étaient pas. Je me suis frotté les yeux et j'ai bu une gorgée de mon café. Il était déjà tiède. J'ai ouvert leur pièce jointe narrative. Il y avait quelques mémos internes que quelqu'un avait apparemment inclus par accident. Puis j'ai vu une ligne enfouie à mi-page, nous ajusterons les projections pour présenter le dossier de soutien le plus solide possible. J'ai lu suffisamment de jargon d'entreprise pour savoir que parfois ce genre de phrase est inoffensif, et parfois non. Cela dépend de ce qu'ils entendent par « ajuster » et jusqu'où ils sont prêts à aller. J'ai ajouté une autre note, inflation potentielle des projections. À signaler pour examen préliminaire. Vers 10 heures, mon amie Léa a roulé sa chaise depuis le bureau voisin. Léa est une gestionnaire de cas qui a le rire le plus fort de tout le bureau et une réserve permanente de sachets de thé à la menthe poivrée dans son tiroir. Elle m'a jeté un regard en coin. « Tu as ton visage, pourquoi ce dossier m'énerve ?» a-t-elle dit sans prononcer ces mots, car elle n'en a jamais besoin. Nous travaillons ensemble depuis assez longtemps pour qu'elle puisse me lire comme je lis les chiffres. Demande d'entreprise, ai-je dit, plus dans ma tête qu'à voix haute, en parcourant une autre table. Ils prétendent vouloir étendre l'accès dans les villes de montagne. Certains chiffres semblent bizarres. Léa a hoché la tête comme si elle connaissait déjà le type exact. Ceux qui arrivent avec des présentations impeccables et beaucoup de grandes promesses. Ceux qui ne comprennent pas que nous lisons les petits caractères pour gagner notre vie. Elle est retournée à son bureau, et je suis retourné à l'écran. Je savais quel était mon rôle à ce stade. Je n'étais pas là pour détruire qui que ce soit. Je n'étais pas là pour les approuver non plus. J'étais là pour poser les questions que personne d'autre ne voulait poser et pour décider si le dossier devait avancer sans problème ou passer à ce que nous appelions une « enquête préliminaire ». Cette étape ne signifiait pas la culpabilité. Elle signifiait la prudence. À l'heure du déjeuner, j'avais rempli près d'une page numérique entière de petits signaux d'alarme, confirmation fiscale manquante, projection trop optimiste, langage curieux dans les notes internes. Rien qui ne criait à la fraude manifeste pour l'instant, mais assez pour que mon instinct ne lâche pas l'affaire. J'ai cliqué sur enregistrer et je me suis penché en arrière, laissant mon fauteuil grincer en s'installant. Par ma fenêtre, la ligne d'horizon de Lyon scintillait dans la faible lumière d'hiver. J'ai pensé à descendre au sandwich du coin. Avant que je puisse prendre mon manteau, une alerte a retenti dans le coin de mon écran. Nouveau courriel personnel. Je l'ai ouvert et j'ai vu la police de caractère familière du nom de ma sœur. Camille Dubois et Antoine Fournier ont l'honneur de vous inviter. C'était son faire-part de mariage. Mes yeux ont parcouru les détails, fin janvier dans un complexe hôtelier près de Chamonix, cérémonie l'après-midi, réception ensuite. Le genre d'événement où tout le monde porterait quelque chose de chic et de sobre, et où je serais la seule à tirer sur ma robe, espérant que les manches ne me serrent pas les bras sur chaque photo. Je suis restée assise là un long moment, le curseur clignotant à côté du mot RSVP comme s'il tapait du pied avec impatience. Une partie de moi voulait décliner, envoyer un regret poli et éviter tout ça. Mais je pouvais déjà entendre ma mère si je le faisais. Sa voix tendue de déception. La famille est la l'une pour l'autre, Élise. N'en fais pas une affaire personnelle. Alors, j'ai cliqué sur accepter et je me suis dit que je pouvais le gérer. Un week-end. Je pouvais gérer un week-end à prétendre que tout allait bien. Ce soir-là, à la maison, dans mon petit appartement sans ascenseur au 3e étage, j'ai posé le faire-part sur mon comptoir de cuisine et j'ai préparé des macaronis au fromage en boîte pour le dîner. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai mis de la musique douce et j'ai essayé de ne pas penser à la robe que je n'avais pas encore, ou à la façon dont Camille resplendirait dans une robe qui serait probablement faite sur mesure, ajustée et parfaite sur chaque photo. Je me suis rappelé que j'avais ma propre vie, mon propre chez-moi, mon propre travail qui comptait. Le lendemain matin, de retour au bureau, le dossier de Chamonix m'attendait, comme s'il n'avait pas dormi. J'ai passé les jours suivants à jongler entre d'autres cas et celui-là, y revenant sans cesse comme à une pierre dans ma chaussure qui n'arrêtait pas de frotter. J'ai demandé des documents supplémentaires via le portail officiel. J'ai demandé des éclaircissements sur leur personnel. J'ai vérifié d'autres bases de données. Chaque fois que je pensais pouvoir le laisser avancer, quelque chose de petit me ramenait en arrière. Tard un jeudi après-midi,
alors que le bureau commençait à se vider et que les gens parlaient de leurs projets pour le week-end, un autre courriel est apparu dans ma boîte de réception professionnelle. L'adresse de l'expéditeur provenait de la même entreprise de Chamonix. Cela ressemblait à un simple suivi. Je l'ai ouvert en mâchant la dernière bouchée d'une barre de céréales. Mon estomac s'est noué en le lisant. Le message ne m'était clairement pas destiné. Il faisait partie d'un fil de discussion interne qui avait été transféré par erreur au bureau de financement. Je pouvais voir les messages précédents de la chaîne, des cadres échangeant des commentaires et des échéanciers. La dernière ligne ressortait d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Nous avons vraiment besoin que cette demande soit approuvée avant ce week-end de mariage, sinon tout le plan s'effondre. Je l'ai relu, plus lentement. Avant ce week-end de mariage. J'ai jeté un coup d'œil au coin de mon bureau où l'enveloppe ivoire avec le faire-part de ma sœur était encore à moitié cachée sous une pile de rapports. Chamonix, fin janvier. J'ai senti une ligne fine et froide me parcourir le dos. Cela aurait pu être une coïncidence. Il y a beaucoup de mariages dans le monde, beaucoup de week-ends, beaucoup de gens qui pensent que l'univers tourne autour de leur grand jour. Mais alors que j'étais assise là, écoutant le système de chauffage cogner au plafond et le bourdonnement de la photocopieuse au bout du couloir, quelque chose en moi a murmuré que ce n'était pas un hasard, que l'entreprise sur mon écran et l'homme que ma sœur s'apprêtait à épouser n'étaient pas aussi séparés qu'il le semblait. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose ne colle pas. J'ai sauvegardé le courriel, je l'ai marqué poursuivi et j'ai ajouté une simple ligne à mes notes, conflit potentiel, lien avec des événements personnels. À surveiller de près. Puis j'ai fermé le dossier, j'ai éteint mon ordinateur pour la journée et j'ai essayé de me dire que je me créais des problèmes pour rien. J'ai pris mon manteau, je suis sorti dans l'air froid du soir et je me suis dirigé vers la station de tramway, en prétendant ne pas sentir le début d'un nœud se former au fond de ma poitrine. Le nœud qui a commencé à se former dans ma poitrine ce soir-là ne s'est pas desserré le lendemain matin. Il m'a suivi à la maison dans le train, s'est assis avec moi à ma table de cuisine pendant que je mangeais un bol de céréales pour le dîner, et a persisté comme une légère pression derrière mes côtes longtemps après que je me sois couché. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste le stress du travail, juste un autre dossier compliqué qui finirait par se régler. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Je sentais que quelque chose changeait, comme l'air qui change juste avant qu'une tempête n'arrive. Et les tempêtes ont une façon de faire remonter de vieilles choses à la surface. C'est peut-être pour cela que, alors que j'étais assise dans mon appartement quelques jours plus tard avec le faire-part de mariage de Camille sur ma table basse, mon esprit a dérivé vers des souvenirs que je pensais avoir bien rangés pour de bon. J'avais 34 ans, assise sur mon canapé avec mes cheveux encore humides d'une douche rapide, fixant le faire-part de mariage de Camille sur ma table basse, quand des souvenirs que je n'avais jamais demandés ont commencé à refaire surface. Il faisait toujours ça quand quelque chose impliquait ma famille, comme de vieux bleus me rappelant qu'ils étaient toujours là, peu importe le temps qui avait passé. Je n'allais pas les chercher. Ils venaient d'eux-mêmes. Le premier venait de l'époque où j'avais 10 ans. C'était l'été à caluire et cuire, assez chaud pour que le trottoir scintille. Ma mère avait décidé que je devais perdre du poids avant la rentrée scolaire. Elle avait acheté une pile de livres de régime et de contenants en plastique pour la préparation des repas et m'avait dit que nous ferions cela, ensemble, bien qu'elle n'ait jamais rien changé à sa propre assiette. Je me souviens être assise à la table de la cuisine avec un bol de quelque chose de vert et d'aqueux, tandis que Camille se tenait près du réfrigérateur dans un débardeur rose et un short assorti. Elle avait 12 ans à l'époque, déjà de longues jambes et légère sur ses pieds, le genre de fille qui avait l'air gracieuse même en versant simplement du jus. Maman n'arrêtait pas de la regarder avec cette douceur fière que je n'ai jamais eue. Regarde-la, Élise. Mince sans même essayer. Tu devrais suivre son exemple. Essaie d'avoir un peu de discipline. J'ai piqué la laitue détrempée avec ma fourchette et j'ai hoché la tête parce que la voix de ma mère me donnait toujours envie de disparaître. Camille a enroulé une mèche de ses cheveux blonds et a souri comme si elle était dans le secret de quelque chose que j'ignorais. Plus tard cet après-midi-là, elle a eu le droit de manger une barre de crème glacée au chocolat pendant que je mâchais des bâtonnets de carottes qui avaient le goût d'eau froide. Elle a léché la crème glacée lentement devant moi. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait pour être cruelle. Je pense que c'était simplement facile pour elle de profiter des choses, alors que j'ai appris très tôt que le plaisir venait toujours avec des avertissements. Le deuxième souvenir datait de mes 16 ans. J'avais étudié pendant des mois pour l'évaluation de mathématiques de l'État parce que les chiffres avaient un sens pour moi. Il ne bougeait pas. Il obéissait à des règles. Il ne changeait pas d'avis sur vous en fonction de votre apparence dans une robe.
J'ai fini par remporter la première place pour notre district scolaire. Ma professeure de mathématiques m'avait même prise à part après pour me dire qu'elle était fière de moi et que je devrais penser aux bourses d'études universitaires. Le soir de la remise des prix, toute notre famille est allée dîner dans un restaurant près de l'autoroute A7. Je portais mon meilleur jean et un cardigan boutonné parce que je pensais que cela ferait que ma mère me regarderait différemment. Papa a commandé des hamburgers. Maman a picoré une salade. Camille portait sa veste de pom-pom girl parce qu'elle venait d'intégrer l'équipe universitaire, même si elle n'avait que 17 ans. La serveuse l'a félicitée pour cela avant même de dire bonjour à la table. Maman rayonnait. Notre fille est tout simplement naturelle. Si posée, si jolie. Tous les garçons de l'école vont lui courir après. Je me souviens avoir attendu qu'elle dise quelque chose à propos de mon prix. Juste une phrase. Je m'attendais à ce qu'elle se tourne vers moi et dise « Et Élise a aussi gagné quelque chose aujourd'hui ». Mais elle ne l'a jamais fait. La serveuse est passée à autre chose. Maman a continué à parler des routines de Camille et du fait qu'elles avaient besoin de nouvelles baskets blanches pour son prochain match. La seule reconnaissance que j'ai eue a été papa marmonnant « Bon travail, ma grande », tout en pressant du ketchup sur son assiette. Camille n'a même pas levé les yeux de ses frites. Ce soir-là, à la maison, j'ai mis le certificat de récompense dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je ne l'ai pas regardé depuis. Le troisième souvenir datait de mes 25 ans. Je venais de terminer mes études à l'université Lumière Lyon 2 avec un diplôme en politique publique, quelque chose pour lequel j'avais suivi des cours du soir et occupé des emplois à temps partiel. Toute ma famille élargie est venue à la cérémonie. Nous nous sommes retrouvés après sur le parking. Je portais la toche bleu marine que l'université nous avait donnée, et ma coiffe était de travers parce que je n'arrivais jamais à avoir l'air soigné. Maman m'a serré dans ses bras, ou plutôt, elle a mis ses bras autour de moi d'une manière qui ressemblait à un câlin de loin. Puis elle s'est reculée et a dit des mots que je n'ai compris que des années plus tard. Élise, tout le monde ne réussit pas grâce à son apparence comme ta sœur. Tu dois t'assurer de te comporter avec gentillesse et modestie. Tu sais, puisque tu es plutôt une fille ordinaire. Je suis resté là, avec le rugissement de la circulation derrière nous et un diplôme plié à la main. Elle avait réussi à me féliciter et à me rabaisser dans la même phrase. Camille est arrivée en retard parce qu'elle était sortie faire la fête avec des amis. Elle portait une robe blanche courte qui mettait en valeur ses épaules bronzées, et tout le monde s'est précipité sur elle comme si c'était elle qui obtenait son diplôme. Je ne pense pas que ma mère ait jamais eu l'intention d'être cruelle. Mais j'ai appris jeune que la cruauté n'a pas besoin d'intention. Parfois, elle naît de l'habitude. Alors que j'étais assise dans mon appartement à me remémorer ces années, ces moments se sont tressés ensemble comme les brins d'un même fil. C'était toujours le même schéma, de petites coupures, de petits rejets, des commentaires dits trop nonchalamment ou trop rapidement. J'ai grandi en croyant que je devais mériter ma place dans ma propre famille, alors que Camille avait reçu la sienne à la naissance. J'ai maintenu la paix pendant des décennies parce que je voulais avoir une famille où rentrer, même si cela me coûtait des parties de moi-même, even if I had to pretend things did not hurt. Ce soir-là, après avoir examiné le dossier de Chamonix et fixé le faire-part de mariage pendant trop longtemps, j'ai appelé Léa en haut-parleur et j'ai fait les 100 pas dans mon petit salon. Elle connaissait assez bien mon histoire pour que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi mon estomac était noué. Elle m'a demandé si j'y allais, et j'ai dit oui. Elle a soupiré de cette manière douce qui rend tout un peu moins tranchant. Je sais que tu veux l'harmonie, Élise. Souviens-toi juste que tu n'as pas à te faire toute petite pour l'obtenir. J'ai promis que j'essaierai. Mais des promesses comme ça étaient plus faciles en théorie. Quelques jours plus tard, après le travail, je me suis arrêté dans un grand magasin, à la recherche d'une robe à porter au mariage. La section haut de gamme était remplie de robes scintillantes et de silhouettes élégantes que je savais ne pas pouvoir enfiler par-dessus mes cuisses. J'ai erré dans les rayons jusqu'à ce que je trouve une robe vert forêt foncé avec des manches qui ne serraient pas et une taille qui se situait un peu plus haut que prévu. Elle semblait confortable, sûre. Je l'ai achetée sans l'essayer. Ce soir-là, mon téléphone a sonné alors que je préparais du thé dans ma cuisine. C'était ma mère. Sa voix était douce et sèche, le genre de ton qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose de moi. Élise, j'espère que tu prévois de porter quelque chose de bon goût au mariage, quelque chose qui n'attire pas l'attention. Camille a travaillé très dur pour que tout soit élégant. Elle a fait une pause, puis a ajouté la partie que je savais venir. Les couleurs sombres seraient préférables, rien de vif, rien qui ne jure sur les photographies.
J'ai dégluti et j'ai gardé ma voix stable. Oui, maman. J'ai déjà acheté quelque chose. Bien. Je suis contente que nous nous comprenions. Puis, sans me demander des nouvelles de mon travail ou de ma vie ou de quoi que ce soit d'autre, elle a raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, avec la légère odeur de thé à l'amande poivrée montant autour de moi, et j'ai fixé le téléphone comme s'il avait livré un message que j'aurais dû attendre mais qui, d'une manière ou d'une autre, m'avait blessé plus profondément qu'il n'aurait dû. J'ai senti ce vieux poids familier s'installer sur ma poitrine, le même que je portais depuis l'enfance, le poids de devoir être agréable, le poids de vouloir, contre toute logique, être accepté. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai pris une profonde inspiration. Je me suis rappelé que j'avais 34 ans. Je payais mes propres factures. J'avais mon propre appartement. J'avais construit une vie qui fonctionnait même si personne dans ma famille ne se donnait la peine de la comprendre. Pourtant, ces mots sont restés. Couleur sombre, pour ne pas attirer l'attention. Une instruction que j'avais passé une vie à maîtriser. J'ai touché la housse de la robe accrochée à la porte de mon placard et j'ai ressenti un pincement de honte mêlé d'obstination. La robe était vert forêt foncé. Elle ne criait pas pour attirer l'attention. Elle correspondait exactement à l'espace que ma mère avait creusé pour moi. Ça faisait mal, et je détestais que ce soit encore le cas. Alors que la semaine s'étirait, le dossier de Chamonix revenait sans cesse dans mon esprit. Les chiffres, les projections, le courriel accidentel. Et maintenant, ce mariage ressemblait moins à une célébration qu'à un autre test que je ne pouvais pas réussir. Tout semblait converger vers le même point sans ma permission. Je ne savais pas encore à quel point ces mondes étaient étroitement liés. Je savais seulement que le malaise s'était installé en moi comme un air froid s'infiltrant sous une porte. Au moment où le week-end approchait, je me sentais à bout. Entre la pression du travail et les attentes familiales, quelque chose en moi se sentait étiré dans des directions opposées. Je me suis répété que je pouvais survivre à un mariage, juste un. Je pouvais maintenir la paix. Je ne savais pas alors à quel point j'avais tort. Ni à quel point cette détermination à maintenir la paix s'effondrerait une fois que j'aurais mis les pieds à Chamonix et que j'aurais vu exactement où était ma place dans le monde de ma sœur. Ce moment m'attendait encore, tranchant comme du verre, à seulement quelques jours de là. Le nœud dans ma poitrine m'a suivi pendant des jours après cela, se resserrant un peu chaque matin à mesure que le mariage approchait. 2 semaines avant la cérémonie, ma boîte de réception professionnelle a commencé à se remplir de nouveaux documents liés à la demande de Chamonix, chacun plus déroutant que le précédent. J'ai essayé de me dire que c'était normal pour les grands projets. Les propositions plus importantes venaient toujours avec des dossiers plus épais et des maux de tête plus intenses. Mais quelque chose dans celui-ci me faisait hésiter plus souvent que je ne voulais l'admettre. Le mardi matin, juste après 8 heures, j'ai ouvert un nouveau document téléchargé par l'entreprise. Il contenait une feuille de budget révisée et une lettre signée par leur président-directeur général. J'ai passé la formule de salutation et je me suis arrêté à la ligne de signature. Le nom était Charles Fournier. Cela ne me disait rien au début. Charles est un nom courant. Fournier est un nom courant. Chamonix compte des centaines d'entreprises. J'ai fermé le dossier et j'ai écrit un rappel pour vérifier l'enregistrement de l'entreprise plus tard. Mais au lieu de me concentrer sur le travail, je n'arrêtais pas de penser au faire-part de mariage toujours posé sur ma table à manger à la maison. Je n'avais pas trouvé l'énergie de le déplacer. Chaque fois que je le regardais, je me sentais prise entre l'envie de m'intégrer et l'envie de fuir. À l'heure du déjeuner, le ciel au-dessus de Lyon était devenu d'un gris terne, et les lumières du bureau vacillaient comme si elles étaient fatiguées, elles aussi. Je suis descendu à la salle de pause où Léa ajoutait de l'eau chaude à une tasse de thé. Elle a jeté un coup d'œil au papier sous mon bras. Encore le dossier de Chamonix? Elle avait l'air mi-amusée, mi-compatissante. J'ai hoché la tête. Chaque fois que je pense comprendre quelque chose, ils envoient un autre document qui complique tout. Elle a siroté son thé et a baissé la voix. Ça arrive parfois, surtout quand quelqu'un essaie de faire paraître les choses plus propres qu'elles ne le sont. Tu connais la chanson. Fais confiance à ton instinct. Je connaissais la chanson. Mon instinct me semblait juste plus confus que d'habitude. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau, en consultant à nouveau les nouveaux documents. Un tableau était intitulé « Impact communautaire anticipé ». Il était rempli de descriptions de programmes qui semblaient impressionnants, presque trop impressionnants, sensibilisation accrue, dépistage gratuit, clinique mobile dans les comtés ruraux.
Ça se lisait comme une liste de souhaits plutôt que comme quelque chose de fondé sur les chiffres du personnel qu'ils avaient soumis plus tôt. J'ai comparé à nouveau les chiffres, naviguant entre les pages sur mon écran. S'ils prévoyaient d'atteindre autant de personnes, ils auraient besoin de beaucoup plus de personnel que ce qu'ils avaient budgété. Ils auraient besoin de véhicules, d'équipements et de plus de soutien administratif. Rien de tout cela n'apparaissait dans le détail. J'ai pris une autre note, divergence dans les estimations de sensibilisation. 1 heure plus tard, mon courriel personnel a sonné sur mon téléphone. C'était un message de ma mère, ce qui était inhabituel pendant la journée, à moins qu'elle ne veuille quelque chose. Je l'ai ouvert à contre-cœur. Élise, s'il te plaît, souviens-toi de ne pas arriver trop tôt au mariage. L'organisatrice sera occupée, et Camille a besoin que tout se déroule sans accroc. De plus, il est préférable que tu ne te promènes pas une fois arrivé. Nous voulons éviter toute confusion avec le plan de table et la photographie. J'ai lu le message 2 fois, sentant mon estomac se nouer. Ne pas se promener. Éviter la confusion. C'était écrit poliment, mais le sens était clair. Reste à l'écart. N'interfère pas. Ne te fais pas voir. Pendant un moment, je suis resté assise là, tenant mon téléphone, laissant la piqûre familière de ces mots s'installer en moi. Je me suis dit de ne pas surréagir. Elle était probablement stressée. Les mariages font dire des choses sans réfléchir. Pourtant, cela ressemblait à une nouvelle poussée vers un coin dans lequel j'avais passé ma vie à être confiné. Je suis retourné à mon ordinateur, mais l'écran semblait flou. Le dossier de Chamonix brillait devant moi comme s'il attendait que je relis des points qui étaient encore éparpillés sur la table. Je me suis forcé à continuer. Les chiffres étaient plus sûrs que les sentiments. En fin d'après-midi, j'avais dressé une liste de préoccupations assez longue pour l'envoyer à l'équipe d'examen préliminaire, mais quelque chose m'a empêché de cliquer sur soumettre. La demande était suspecte, oui, mais j'avais vu pire, et pourtant mon instinct ne lâchait pas. Trop de pression de la part de l'entreprise, trop de courriels avec un langage qui ne me convenait pas, trop d'insistance sur la précipitation. Quand je me suis surprise à relire les déclarations de revenus corrigées pour la 3e fois, je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et je me suis massé les tempes. Le bâtiment autour de moi s'était calmé alors que les gens rentraient chez eux. Je me suis levé, j'ai étiré mon dos et je me suis dirigé vers la fenêtre. Les lumières de la ville s'allumaient en bas, les phares se transformant en rubans de blanc et de rouge sur les quais du Rhône. Alors que j'étais là, pensant aux chiffres, au mariage et à un sentiment que je ne pouvais pas nommer, une autre alerte a retenti sur mon ordinateur, un courriel généré par le système. Je suis retourné à mon bureau et je l'ai ouvert. L'objet indiquait « Notification d'option d'examen ». Je l'ai ouvert et j'ai vu un court paragraphe formel. C'était le genre de message que notre bureau recevait lorsqu'un cas présentait suffisamment d'irrégularités pour justifier un éventuel gel pendant que les enquêteurs vérifiaient les détails. Si vous choisissez de soumettre le cas, disait le message, tous les processus financiers connexes seront temporairement gelés, en attente d'examen. Cette action est irréversible. Je l'ai fixé pendant un long moment. Les mots semblaient plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. Gel. En attente d'examen. Une décision, un clic. Cela semblait trop important, comme quelque chose que j'avais besoin de plus de temps pour comprendre. Je me suis rassise et j'ai joint mes mains sous mon menton. Mon esprit a dérivé vers la manière dont l'entreprise avait insisté sur le calendrier, le besoin d'agir rapidement, l'urgence entourant ce week-end, le week-end du mariage, le week-end du mariage de ma sœur. J'ai essayé de chasser cette pensée. Beaucoup de choses se passent le week-end. Beaucoup de gens se précipitent pour respecter les délais de financement à la fin du mois. Je reliais probablement des fils qui n'avaient rien à voir ensemble. Pourtant, le nœud dans ma poitrine s'est resserré à nouveau. J'ai fermé la notification sans agir et je me suis éloigné du bureau. Mon bureau semblait trop chaud, comme s'il n'y avait pas assez d'air. J'ai rassemblé mon sac et j'ai éteint mon moniteur. En sortant, Léa m'a appelé derrière moi. « Élise, tu rentres déjà ? » ?»« Ouais, juste une longue journée. » Elle m'a fait un doux sourire. « Laisse ton cerveau se reposer. Tu y verras plus clair demain matin. » J'aurais aimé y croire. Dehors, le vent s'était levé. J'ai resserré mon manteau en marchant vers la station de tramway. Le ciel était presque noir, quelques faibles étoiles perçant à travers la couche de nuages. Quand le train est arrivé, je me suis enfoncé dans un siège en plastique et j'ai regardé la ville défiler entraînée de couleurs floues.
Mon reflet dans la fenêtre avait l'air fatigué, le genre de fatigue qui vient de plus d'une journée de travail. À la maison, je n'ai pas trouvé l'énergie de cuisiner. J'ai réchauffé un reste de soupe et je l'ai mangé debout au comptoir. Le faire-part était toujours là où je l'avais laissé, le coin légèrement plié après des jours à être manipulé et mis de côté. Je l'ai touché légèrement et j'ai senti un mélange d'irritation et de lourdeur s'installer en moi. 2 semaines. C'était tout ce qui me séparait d'une autre réunion de famille où on me rappellerait tout ce que je n'étais pas, tout ce dont j'avais essayé de ne pas me soucier mais qui, d'une manière ou d'une autre, me touchait toujours. Je me suis couché tôt mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant le doux bourdonnement de la circulation à l'extérieur de ma fenêtre. La notification de gel tournait en boucle dans ma tête. Pas tout le message, juste la partie qui semblait avoir été écrite spécifiquement pour moi, si vous choisissez. Je me suis tourné sur le côté, j'ai remonté la couverture et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration. L'entreprise de Chamonix n'était qu'un demandeur parmi d'autres. Le mariage n'était qu'un événement parmi d'autres. Le courriel de ma mère n'était qu'un autre rappel de ma place. C'est du moins ce que je n'arrêtais pas de me dire. Mais au fond de moi, quelque chose de plus froid murmurait que rien de tout cela n'était un hasard. Quelque chose commençait à changer. Je pouvais le sentir even if I could not see it yet. Et au moment où le lendemain matin est arrivé, ce sentiment s'était si profondément installé qu'il est resté avec moi alors que je déverrouillais la porte de mon bureau, m'asseyais à ma table et ouvrais à nouveau ma boîte de réception, me préparant à tout ce qui m'attendait à l'intérieur. Ce qui m'attendait ce matin-là n'était pas un nouveau dossier ou une réponse à mes questions. C'était un rappel de calendrier de ma mère, dîner à la maison dimanche prochain pour montrer la robe de Camille. J'ai fixé la petite notification sur mon écran pendant un moment. Elle pulsait là, d'apparence inoffensive, comme un rappel pour arroser une plante. Une semaine avant le mariage, une dernière représentation avant le grand spectacle. Je l'ai ignoré et j'ai essayé de me concentrer sur les documents de Chamonix, mais mon esprit ne cessait de dériver vers dimanche, vers le salon de ma mère à caluire et cuire, vers Camille trônant au milieu du salon comme elle le faisait toujours. Au moment où la fin de la semaine est arrivée, ce nœud dans ma poitrine s'était installé comme un locataire permanent. Dimanche après-midi, le ciel était du blanc plat des nuages de janvier lorsque je me suis garé dans l'allée de ma mère. La neige qui était tombée plus tôt dans la semaine s'était transformée en gadoue grise sur les bords du trottoir. La maison avait l'air comme d'habitude. Les volets avaient besoin d'être repeints. Le lampadaire du porche penchait un peu vers la gauche. Le parterre de fleurs devant était nu, à l'exception de quelques tiges brunes tenaces. C'était le genre d'endroit devant lequel les gens passent sans le remarquer. Pourtant, à l'intérieur, il contenait toutes les versions de moi que ma famille avait jamais vues et jamais vraiment regardées. Je suis resté dans la voiture une minute, regardant ma buée embuer le pare-brise. J'avais mis la robe vert forêt sous mon manteau pour pouvoir la leur montrer s'ils le demandaient. Une partie de moi savait déjà qu'ils ne demanderaient pas. Je suis sorti quand même, mes bottes craquant doucement sur la neige granuleuse, et j'ai monté les marches du perron. La porte n'était pas verrouillée, comme toujours le dimanche. Je l'ai poussée et je suis entré dans le couloir, la chaleur et l'odeur de poulet rôti m'ont enveloppé. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de ma mère, légère et vive, et le rire de Camille en dessous. « Élise, c'est toi » a appelé ma mère. « Oui, maman » ai-je dit en enlevant mon manteau. « C'est moi. » Je suis entré dans le salon et je me suis arrêté. Camille se tenait au centre de la pièce sur un petit tapis, sa robe de mariée suspendue à un portant portable à côté d'elle. C'était un ivoire pâle avec des manches en dentelle et un décolleté qui serait magnifique sur les photos. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon lâche, même si le mariage était encore dans une semaine. Elle aimait répéter son image. Maman s'affairait avec une paire de talons délicats, les tournant dans ses mains comme des œuvres d'art fragiles. Sur la table basse, il y avait un classeur ouvert rempli de listes de fournisseurs, de plans de table et d'échantillons. La télévision était en sourdine, une émission de rénovation domiciliaire jouant pour un public invisible. Maman regardait Camille avec une douceur que je connaissais par cœur. « Notre fille va faire une si bonne impression sur sa famille », a-t-elle dit en lissant l'ourlet de la robe avec des doigts doux. Les fourniers sont des gens très exigeants. Tout doit être parfait. Camille a souri, les yeux brillants. Papa dit que ses parents sont de la vieille bourgeoisie de Lyon. Ils sont habitués au club de golf et aux galas de charité. Ce sera bon pour nous tous. Nous tous, ai-je répété silencieusement, bien qu'il soit clair qu'elle ne parlait pas de moi. Je suis resté là, tenant toujours mon manteau,
pendant qu'elle continuait de parler comme si je faisais partie des meubles. Camille a finalement jeté un coup d'œil, son regard balayant ma silhouette de haut en bas. « Oh, tu es venue, Élise. » J'ai accroché mon manteau au dos d'une chaise. « Oui, je suis venu directement de la maison. » Maman a hoché la tête vivement. « Bien. Nous parlions justement du dîner de répétition. Les parents d'Antoine ont proposé de l'organiser chez eux. Tu imagines? Leur terrasse donne sur le terrain de golf. C'est comme dans un magazine. » Elle l'a dit comme si elle y vivait déjà, comme si elle avait attendu toute sa vie pour entrer dans leur monde et quitter le nôtre. Camille s'est retournée vers la robe. « Je veux qu'il voie que je m'intègre. Pas de drame, pas de surprise. Juste un beau mariage élégant. » Les mots « pas de surprise » se sont logés quelque part entre mes côtes. J'ai déplacé mon poids, sentant le tissu de ma robe pressé contre ma peau sous mon manteau. Maman s'est assise et a feuilleté le classeur. Nous avons les fleurs, le quatuor, le photographe. La liste des invités est parfaite. Sa famille amène des gens importants, Élise, des partenaires et des collègues. Nous ne pouvons pas nous permettre que quoi que ce soit paraisse déplacé. Je sentais où cela menait avant même qu'elle ne le dise. J'avais participé à suffisamment de versions de cette conversation pour en reconnaître le schéma. Camille ne m'a pas regardé quand elle a dit d'un ton presque désinvolte « Ne me fais pas honte, d'accord ?» Elle l'a dit légèrement, comme une blague entre sœurs, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, juste de la pression enveloppée dans un sourire. J'ai dégluti. « Qu'est-ce que tu penses que je vais faire exactement ?» Camille a ri, un petit son qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu sais ce que je veux dire. N'arrive pas en retard. Ne porte pas quelque chose de criard. Ne te dispute pas avec maman si elle dit la mauvaise chose. Sois juste cool. Sois cool. » Comme si ma simple existence était un problème potentiel à gérer. Maman a ajouté, « Tu sais à quel point les gens remarquent facilement les choses dans les cercles de la haute société. Nous voulons qu'ils nous voient comme raffinés, chic. » Elle a jeté un regard à ma taille pendant une fraction de seconde. Il est important que tout soit équilibré sur les photos. Équilibré. C'était son mot pour décrire des silhouettes fines et des visages assortis, pas pour des fils compliqués et désordonnés qui ne correspondaient pas à l'image. J'ai senti mes joues chauffer. « J'ai une robe », ai-je dit, ma voix sortant un peu plus sèche que je ne l'avais prévu. Elle est sombre. Elle est simple. Elle ne volera la vedette à personne. Maman a semblé satisfaite par cela. Bien. C'est tout ce que nous demandons. Tout ce que nous demandons. Comme si ce qu'elle demandait était peu de choses. Comme si elle ne me demandait pas de me rendre invisible dans ma propre famille le jour du mariage de ma propre sœur. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Eh bien, regarde-toi, ma grande », a-t-il dit. « Ça fait un bail. » Je lui ai fait un petit sourire. « Salut, papa. » Il a rapidement évalué la scène, ses yeux passant de la robe au classeur, puis à mon visage. Quelque chose a vacillé là, une sorte d'excuse qu'il ne semblait jamais réussir à formuler à voix haute. Il s'est éclairci la gorge et a demandé si quelqu'un voulait du thé glacé. Maman l'a écarté d'un geste de la main. Plus tard, Thomas, nous sommes occupés. Nous avons tellement de choses à finaliser. Il s'est retiré tranquillement. J'ai alors réalisé à quel point il s'esquivait souvent de ces moments au lieu de s'y impliquer, combien de fois il avait vu ma mère me parler par-dessus et n'avait rien dit, combien de fois il avait laissé les besoins de ma sœur remplir toutes les pièces. Camille a enlevé la robe du portant et l'a tenue contre son corps devant le miroir. Elle était radieuse, et elle le savait. Maman a applaudi doucement, les yeux brillants. Ils vont t'adorer, ma chérie. Ils vont voir à quel point leur fils a de la chance. Et si tout se passe bien, cela pourrait ouvrir des portes à toute notre famille. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait me regarder, reconnaître que moi aussi, je faisais partie de cette famille dont elle parlait sans cesse. Elle ne l'a pas fait. La conversation s'est tournée vers le linge de table et les cartons de placement. Je me suis assise sur le bord d'un fauteuil, me sentant comme une invitée dans la maison de mon enfance. J'ai écouté pendant qu'elle discutait de titres de poste impressionnants, de relations, et de quel côté de la famille serait le plus beau sur quelle photo. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. Après environ 20 minutes, je me suis levé et j'ai dit que je devrais probablement rentrer. J'ai du travail à finir ce soir. Maman a à peine levé les yeux.
D'accord, souviens-toi juste de ce dont nous avons parlé. Sombre, simple, et s'il te plaît, ne fais rien pour attirer l'attention. Ce mariage est notre seule chance avec sa famille. Nous ne pouvons pas nous permettre de faux pas, ce mot encore, nous, comme si je n'étais pas incluse, comme si j'étais un facteur de risque externe au lieu d'une fille. Dans le couloir, j'ai enfilé mon manteau et j'ai cherché mes clés. Alors que je me penchais pour lasser mes bottes, j'ai entendu un bruissement venant du salon. La voix de ma mère a baissé de ton, mais la maison était vieille et les voix portaient. Si elle gâche nos chances avec sa famille, je ne lui pardonnerai jamais. Puis Camille, plus doucement, elle ne le fera pas. Je la tiendrai à l'écart. Ma main s'est figée sur mon lacet. Je suis resté là un instant, accroupi près de la porte comme un enfant jouant à cache-cache, bien que personne ne me cherchait. Les mots ont pénétré lentement. Gâche nos chances. La tenir à l'écart. Je me sentais comme une tache dont ils avaient peur qu'elle ne parte pas au lavage. Je me suis redressé, mon cœur battant fort dans mes oreilles. Pendant un moment, j'ai pensé à retourner dans le salon et à leur demander de me le dire en face, d'expliquer exactement comment elles pensaient que je pouvais, à moi seul, nuire à leur réputation auprès de gens que je n'avais jamais rencontrés. Mais je savais comment ça se passerait. J'avais déjà vu ce spectacle. Elles diraient que j'avais mal entendu. Elles me diraient que j'étais sensible, émotive, que je ramenais tout à moi. Alors j'ai ouvert la porte d'entrée doucement à la place. L'air froid s'est engouffré, vif et pur après la lourdeur de l'intérieur. J'ai mis un pied sur le porche et j'ai refermé la porte derrière moi avec plus de soin qu'elle ne le méritait. Dans l'allée, je me suis tenu à côté de ma voiture et j'ai regardé la maison. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir ma mère bouger, ses mains balayant l'air pendant qu'elle parlait. La robe blanche de Camille captait un peu de lumière, brillant faiblement comme une promesse qui ne m'incluait pas. Je me suis glissé dans le siège du conducteur et j'ai posé mon front contre le volant un instant. Une partie de moi se sentait stupide d'espérer encore qu'elle me verrait un jour comme plus que quelque chose à gérer. Une autre partie sentait quelque chose de plus dur s'installer. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus proche de la clarté. Elle ne s'inquiétait pas de mes sentiments. Elle s'inquiétait de leur image, de leur opportunité, de leur ascension dans un monde qui, pensait-elle, prouverait enfin qu'elle valait quelque chose. Et j'étais la pièce du puzzle qu'elle ne savait pas où cacher. J'ai démarré le moteur, je me suis éloigné du trottoir et j'ai repris la route vers Lyon. Le ciel s'assombrissait, et la route devant moi scintillait faiblement de glace résiduelle. J'ai allumé la radio mais je n'entendais pas vraiment la musique. Mon esprit rejouait sans cesse les mots de ma mère. Si elle gâche nos chances, je ne lui pardonnerai jamais. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. J'ai enlevé mes bottes, j'ai accroché mon manteau et je suis allé directement dans ma chambre. La robe verte était accrochée à la porte du placard, attendant. J'ai passé mes doigts sur le tissu. C'était une bonne robe. Il n'y avait rien de mal avec elle. Le problème n'avait jamais été la robe. Je me suis assise sur le bord de mon lit en la regardant et j'ai senti les frontières entre ma vie professionnelle et ma vie de famille s'estomper un peu plus. Un monde où mon jugement comptait et un autre où ma présence était considérée comme une menace. J'ai pensé à la notification de gel, au choix qu'elle offrait. Soumettre le dossier ou le laisser passer. À ce moment-là, je ne connaissais toujours pas toute l'histoire derrière les laboratoires Montblanc Pharma. Je ne savais pas que les noms dans leurs documents étaient liés à l'avenir de ma sœur. Tout ce que je savais, c'est que la semaine à venir serait une question d'apparence et que mon travail, pour ma famille, était de disparaître autant que possible. J'ai éteint la lumière de la chambre et je me suis assise dans le couloir sombre pendant quelques minutes, écoutant le silence. Quelque part au fond de moi, ce nœud dans ma poitrine s'est resserré, comme s'il sentait déjà que tout se dirigeait vers un point de rupture que je ne pouvais pas éviter. J'ai à peine dormi la nuit avant le mariage. Je n'arrêtais pas de me tourner d'un côté à l'autre du lit, le nœud dans ma poitrine était si serré que je le sentais comme une petite pierre appuyant sous mes côtes. Quand le soleil a finalement filtré à travers les stores, pâle et froid, je me suis levé avec le sentiment que la journée avait déjà commencé sans moi. Je me suis déplacé lentement dans mon appartement, allumant la cafetière, chauffant une poêle, essayant de garder mes mains occupées. Le silence semblait plus fort que d'habitude. Mon chat s'est frotté contre ma jambe comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Peut-être que oui. Les animaux savent quand l'air change, quand une tempête est proche.
Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et j'ai attaché mes cheveux en un simple chignon bas. J'ai mis une touche de maquillage, juste assez pour lisser les choses, un peu de mascara, un fard à joues rose doux, une couleur à lèvres qui ressemblait à ma teinte naturelle mais en mieux. J'ai tout gardé léger. Je voulais avoir l'air d'avoir fait un effort, mais pas comme si j'essayais trop. C'était l'équilibre que ma mère voulait toujours que j'atteigne, assez visible pour paraître respectable, assez oubliable pour ne pas attirer l'attention. La robe vert forêt était accrochée près de la porte où je l'avais laissée. Je l'ai enfilée et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir en pied. La robe m'allait bien. Pas incroyable, pas horrible, bien. La taille empire effleurait les parties de mon corps auxquelles j'essayais généralement de ne pas penser. Les manches étaient assez amples pour ne pas pincer. J'avais l'air présentable. Pas spéciale, pas embarrassante. Présentable. J'ai pris mon manteau, mon petit sac à main et le faire-part de mariage avec les indications au dos. Le trajet de Lyon à Chamonix a duré un peu plus de 2 heures ce matin-là. L'autoroute serpentait le long des montagnes, le paysage gelé scintillant sous la lumière du soleil. Cela aurait dû être apaisant. C'était beau dans toutes les directions. La neige saupoudrait les pins. Le ciel s'étendait, lumineux et infini au-dessus de ma tête. Mais mon esprit ne cessait de dériver vers les commentaires de ma mère et de Camille, des mots tournant en boucle dans ma tête à un rythme régulier. Reste à l'écart. Couleur sombre. Ne nous fais pas honte. Au moment où je suis arrivé au complexe hôtelier, mes mains étaient moites sur le volant. Le chalet du Mont Blanc se dressait, imposant, contre le décor montagneux, ses poutres en bois et ses piliers de pierre lui donnant cette élégance rustique dont les familles riches aiment se vanter. Des voitures bordaient l'allée circulaire. Des voitures chères. Des berlines noires brillantes, des VUS blancs aux vitres teintées. Les invités en manteau sur mesure sortaient avec l'assurance naturelle des gens qui n'ont jamais douté de leur place quelque part. Je me suis garé plus loin, près de la lisière de la forêt où la neige était encore intacte. Je suis resté assis un moment, sentant le moteur crépiter doucement en refroidissant. Je me suis murmuré, tu peux le faire. Respire. Sois poli. Sois calme. Sois petite. Tu n'es là que pour la cérémonie et la réception. C'est tout. Je suis sorti dans l'air vif et je me suis dirigé vers l'entrée. 2 membres du personnel se tenaient près des portes, les tenant ouvertes pour les invités. Quand leurs yeux se sont posés sur moi, il y a eu une lueur de reconnaissance, le genre que l'on voit quand quelqu'un a reçu des instructions à votre sujet avant votre arrivée. L'un d'eux a offert un sourire crispé. Élise Dubois, c'est ça? Laissez-moi vérifier quelque chose. Il a sorti son téléphone et a tapé rapidement. L'autre a tenu la porte et m'a fait signe d'entrer. À l'intérieur, la chaleur se répandait dans le hall avec une légère odeur de pain et de vanille. Les invités se rassemblaient en petits groupes, bavardant avec des verres à la main, l'air élégant et détendu. J'ai repéré la table de la coordinatrice près du mur du fond et je me suis dirigé vers elle. Une femme avec un casque d'écoute a levé les yeux et a forcé un sourire éclatant. Vous êtes la sœur de la mariée. Oui, Élise. J'ai hoché la tête. Elle s'est déplacée, mal à l'aise. D'accord. Bon, si vous pouvez attendre un instant. Nous réglons quelques ajustements de place. La mariée avait quelques préférences de dernière minute. Son ton m'a serré l'estomac. Les préférences de dernière minute signifiaient généralement que quelque chose avait déjà été décidé, quelque chose à mon sujet. Je me suis tenu à l'écart près d'un grand arrangement floral qui sentait le lys frais. J'ai essayé de disparaître dans les pétales, dans les ombres, n'importe où sauf ici. J'ai entendu une demoiselle d'honneur rire et je me suis légèrement tourné. C'était une des amies d'université de Camille, quelqu'un que je connaissais à peine. Elle m'a repéré et m'a fait un signe de la main avant de s'approcher. Ses cheveux étaient bouclés en ondulations douces, et elle portait une robe champagne pâle qui scintillait sous les lumières. Élise, salut, a-t-elle souri, puis elle s'est penchée comme le font les femmes quand elles veulent partager un potin. Félicitations. Tout est si beau. Merci, ai-je dit doucement. Elle a baissé la voix sans diminuer son excitation. Je ne devrais pas dire ça, mais, bon, Camille a dit que tu pourrais gâcher les photos s'ils te mettaient devant, alors ils essaient de trouver où te placer. Ignore juste ce drame. Les mariages font ressortir ça chez les gens. Mes oreilles ont bourdonné un instant. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas si elle réalisait qu'elle venait de me poignarder avec un sourire aux lèvres. Gâcher les photos.
Les mots semblaient lourds et familiers. J'ai réussi à faire un tout petit signe de tête. Merci de me l'avoir dit. Elle s'est éloignée pour rejoindre les autres, me laissant de nouveau seul avec l'arrangement floral. La coordinatrice est revenue. Si vous voulez bien me suivre, Élise, nous avons une place temporaire pour vous pendant que nous finalisons le plan de table. Ce ne sera que pour quelques minutes. Place temporaire. Ma poitrine s'est resserrée à nouveau. Je l'ai suivie dans un couloir bordé de photographies encadrées de paysages de montagne. Les bruits de bavardage et de musique se sont affaiblis. Nous avons complètement dépassé l'espace de la cérémonie. Je le savais parce que j'ai vu les chaises blanches disposées en rangées soignées à travers l'embrasure de la porte. L'arrangement avait l'air parfait, équilibré, sans espace vide. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'allais m'asseoir sur aucune de ces chaises. Nous avons continué, plus loin que ce qui semblait logique. Je voulais demander où nous allions, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je ne voulais pas paraître difficile. Je ne voulais pas donner raison à ma famille. Alors que nous tournions un coin, un membre du personnel de la restauration a arrêté la coordinatrice. Il a levé son téléphone et a murmuré quelque chose d'urgent, le genre de murmure qui signifie de mauvaises nouvelles ou des instructions qui ne peuvent pas attendre. La coordinatrice m'a jeté un regard d'excuse. Elle a vérifié son téléphone et a lu un message rapidement, le tenant près de sa poitrine. Son visage a changé. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour que je remarque la façon dont sa mâchoire s'est crispée et ses yeux se sont tournés vers les miens. Elle s'est éclaircie la gorge. Je suis désolé, Élise. La mariée veut que vous soyez placée dans la zone de service arrière jusqu'à la fin de la cérémonie. C'est un espace que nous utilisons pour la préparation. Vous pourrez quand même tout entendre, cependant. Je l'ai regardé fixement. Les mots flottaient entre nous, froids et lourds. Elle n'avait pas l'air cruelle. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle savait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire et qu'elle détestait ça, mais n'avait aucun pouvoir de refuser. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « je comprends ». Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Une petite fissure nette, comme de la glace qui se brise sous une botte. Elle m'a conduite plus loin dans le couloir, devant les casiers du personnel, devant les étagères de fournitures, devant les tables avec des piles de serviettes et de plateaux. Ma respiration est devenue courte, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Nous avons atteint une grande porte battante. Des bruits de vaisselle qui s'entrechoquent et de poils qui grésillent s'échappaient à travers le métal. Elle l'a poussé et m'a fait signe d'entrer. Avant de franchir le seuil, j'ai hésité. J'ai tourné légèrement la tête, écoutant. Je pouvais entendre des rires venant de la zone de la cérémonie, la musique du quatuor, des voix dérivant dans le couloir. Tout cela appartenait au monde dont j'étais censé faire partie. Et pourtant, me voilà, guidé dans une cuisine comme si j'étais un inconvénient qu'il fallait cacher. J'ai pris une inspiration et je suis entré. L'air a changé immédiatement. Chaud, humide, piquant d'ail et d'oignons. Des chefs se déplaçant vivement, des assiettes s'entrechoquant, le rythme d'un endroit occupé par son travail. Mon escorte a désigné une chaise en métal nichée à côté d'une table de préparation. Attendez juste ici. Quelqu'un viendra vous voir avant la réception. Sa voix contenait des excuses qu'elle n'était pas autorisée à prononcer. J'ai hoché la tête à nouveau. Elle s'est éclipsée, la porte se refermant derrière elle. Pendant un moment, je suis resté là, debout. Mes mains pendaient mollement à mes côtés. J'ai senti le poids de ma robe, le son de la musique lointaine étouffée par les murs, la piqûre aiguë de l'humiliation montant dans ma gorge. Un chef est passé à côté de moi pour prendre une casserole. Il m'a à peine remarqué. Je me suis assise sur la chaise en métal, le siège froid pressé contre l'arrière de mes jambes. J'ai serré mes mains si fort qu'elles ne trembleraient pas. Quelque part au-delà de la porte, la cérémonie commençait. Les invités prenaient place. Camille lissait probablement sa robe et ajustait son voile. Ma mère rayonnerait de fierté, racontant à quelqu'un comment tout s'était parfaitement déroulé. Parfaitement. Une serveuse est passée en portant un plateau de petits gâteaux. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, offrant un sourire compatissant. Ils m'ont dit de ne pas apporter de nourriture ici pour les invités. Désolé. Ce n'était pas sa faute. Rien de tout cela n'était de sa faute. Je lui ai fait un petit signe de tête. Ce n'est pas grave. Mais c'était grave. Pas la robe que j'avais achetée pour leur faire plaisir.
Pas le trajet que j'avais fait sur des routes verglacées. Pas la façon dont j'avais essayé de me fondre dans le décor, de me faire facile, petite, silencieuse. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elles avaient déjà décidé où elles pensaient que j'appartenais. À l'arrière, hors de vue, caché. Les bruits de la cuisine ont rempli le silence dans ma poitrine, des casseroles qui s'entrechoquent, un minuteur qui sonne, quelqu'un qui demande plus de garniture. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de calmer la douleur. Puis quelque part à l'extérieur, un faible éclat d'applaudissements a résonné dans le couloir. La cérémonie avait commencé, et je n'étais nulle part près d'elle. Les applaudissements se sont tus, ne laissant que le cliquetis étouffé de la cuisine derrière moi. J'ai ouvert les yeux lentement. Mon rythme cardiaque s'est calmé pour devenir un rythme tranquille et régulier. La douleur que je ressentais s'était adoucie pour devenir quelque chose de plus vif, de plus calme, presque froid. Je me suis levé de la chaise en métal. Mes jambes étaient stables. Ma robe a légèrement frôlé mes genoux alors que je me dirigeais vers la porte battante. Personne ne m'a arrêté. Le personnel de la cuisine a à peine levé les yeux. Pour eux, j'étais une autre ombre se déplaçant dans la pièce. Le couloir extérieur était étonnamment silencieux par rapport au bruit derrière moi. La musique de la cérémonie s'était estompée. Les invités devaient s'être installés sur leur siège. J'ai marché vers le hall, à pas lents et contrôlé, la démarche de quelqu'un qui a enfin décidé de ne plus avoir peur. J'ai atteint le bar dans le salon principal. Le barman rangeait des verres sur une étagère et a levé les yeux avec une confusion polie quand il m'a vu. « Tout va bien, madame ?» Il a parlé doucement, comme s'il craignait d'avoir interrompu quelque chose de privé. J'ai hoché la tête. Je prends juste de l'eau. J'ai pris un grand verre sur le comptoir, je l'ai rempli à moitié de glace, puis j'ai ajouté de l'eau du robinet. Le froid s'est répandu dans mes doigts et jusqu'à mon poignet alors que je portais le verre à mes lèvres. Cela m'a ancré, m'a stabilisé. Pendant un bref instant, je me suis permis de regarder les portes de la salle de bal, juste assez entr'ouvertes pour que je puisse voir les silhouettes des invités assis à l'intérieur, des ombres flottant sur les rangées de chaises, la lueur des bougies vacillant le long de l'allée. Camille devait être en train d'entrer à ce moment-là, probablement en glissant avec ce sourire parfait qu'elle répétait devant le miroir depuis ses 15 ans. J'ai posé l'eau, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton latéral. L'écran d'accueil s'est allumé, un rectangle lumineux dans le salon sombre. Les notifications ont commencé à apparaître presque immédiatement, petites et silencieuses, mises à jour du dossier. Le statut des laboratoires Montblanc Pharma est passé à « en cours d'examen ». Une autre notification a clignoté, gel temporaire initié. Tous les processus financiers associés sont suspendus, en attente d'examen. D'autres ont suivi, contrôle croisé signalé. Des écarts suspects ont été détectés. Deuxième passage de l'algorithme d'examen interne initié. Chaque ligne apparaissait comme une légère tape sur mon épaule. Pas dure, pas triomphante, juste inévitable. La séquence que je connaissais trop bien. Le système ne criait pas. Il ne punissait pas. Il avançait, tout simplement, pas, à travers des procédures écrites pour protéger le public de la fraude. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main. Le verre d'eau tremblait sous mes doigts. Ce n'était pas de la peur. C'était comme un lac qui gelait de l'intérieur. Les gens autour de moi bavardaient, entrant et sortant du hall comme si rien n'avait changé dans l'air. Je me tenais à côté du bar, sirotant mon eau, laissant le froid glisser dans ma gorge. Quelque part dans le couloir, j'ai entendu le photographe donner des instructions. Rapprochez-vous un peu. Le menton baissé. Souriez. J'ai marché lentement vers le son. Quand j'ai atteint la porte qui s'ouvrait sur le jardin de la cour, je me suis arrêté sur le seuil. La lumière du soleil se déversait sur les pavés. Le ciel au-dessus de Chamonix était d'un bleu d'hiver vif, si clair qu'il semblait presque irréel. Les invités se sont répandus dans la cour pour les photos d'après-cérémonie. Des rires flottaient dans l'air vif. Tout le monde avait l'air radieux et festif, ignorant que quelque chose n'allait pas. Camille se tenait près de l'arche de pierre drapée de roses blanches. Son voile captait la lumière du soleil et scintillait comme du givre. Elle tenait son bouquet dans une main et levait le menton, inclinant son visage comme elle le faisait toujours sur les photos. Antoine se tenait à ses côtés, beau et élégant, sa posture droite et confiante. Et près d'eux, dans un groupe de personnes portant des manteaux coûteux, se tenait Charles Fournier. Je l'ai reconnu immédiatement. Son visage était sans équivoque, celui des photos du dossier, le profil du PDG,
les images de ses discours publics, la photo de tête du site web de l'entreprise avec son sourire étudié. Il avait l'air presque exactement pareil en personne, sauf que son expression était beaucoup plus douce maintenant, détendue en ce moment de célébration familiale. Il parlait à un homme plus âgé qui devait être un parent du côté d'Antoine. Son sourire était chaleureux et facile. Puis son téléphone a sonné, une sonnerie aiguë qui a traversé nettement le bruit de la cour. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Son expression détendue a changé. Pas de manière spectaculaire, juste le léger froncement d'un sourcil, le bref resserrement autour de sa bouche, des signes que seule une personne entraînée à lire les visages remarquerait. Il s'est éloigné du groupe, pas loin, juste assez pour avoir de l'intimité. Il a pressé un doigt sur son oreille et a répondu. J'ai observé. Il a écouté. Sa posture a changé lentement, ses épaules se raidissant. Sa main est descendue de son oreille, son regard s'est aiguisé sur les dalles de pierre sous ses pieds. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne parle. C'était court, silencieux. Ses lèvres ont à peine bougé. Puis il a raccroché. Pendant plusieurs secondes, il n'a pas bougé du tout. Puis il s'est tourné vers Antoine. Ses yeux étaient durs. La chaleur détendue avait disparu, à sa place, quelque chose de tendu et de cassant. Antoine l'a remarqué immédiatement. Il s'est approché de Charles, son expression perplexe. Il a demandé quelque chose que je n'ai pas pu entendre de cette distance, mais je pouvais voir clairement sa confusion. Charles a légèrement secoué la tête. Il s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille d'Antoine. Quoi qu'il ait dit, le visage d'Antoine s'est lentement vidé de sa couleur. Le photographe continuait de donner des instructions. Les demoiselles d'honneur se sont mises en position à côté de Camille. Personne d'autre n'a remarqué ce qui se passait à quelques mètres de là, mais moi, j'ai tout vu. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Sa main a bougé par réflexe vers sa cravate, la tirant légèrement comme si l'air était soudainement devenu rare. Il a regardé Camille, puis les invités, puis le téléphone, toujours dans la main de Charles. Sa mère s'est approchée, demandant ce qui n'allait pas. Antoine a levé une main pour la faire taire sans même s'en rendre compte. Son attention était entièrement concentrée sur Charles. Une autre demoiselle d'honneur a murmuré à Camille que son nouveau beau-frère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Camille a ri légèrement, supposant que c'était le trac ou une mauvaise blague. Elle n'en avait aucune idée. J'ai pris une autre gorgée d'eau, la glace cliquetant doucement contre mes dents. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Personne autour de moi ne l'a entendu. Je l'ai ouvert. Une autre mise à jour était apparue, gel en cours confirmé. Examen interne approfondi déclenché. Accès à des comptes supplémentaires pour vérification. Une dernière ligne est apparue, actif de grande valeur inclus dans la suspension temporaire. Aucun chiffre n'était indiqué. Ce n'était jamais le cas à ce stade. Mais je connaissais la signification. Je connaissais les schémas. J'avais travaillé dans ce domaine pendant des années. Je pouvais pratiquement entendre le système fonctionner dans ma tête. Je savais exactement quel niveau d'actif serait qualifié de « grande valeur » dans cette catégorie. Je savais quel genre de compte était signalé lorsque les données financières ne correspondaient pas aux déclarations de revenus. Et je savais que les gels ne se souciaient pas des mariages. Derrière moi, un couple d'invités s'est dirigé vers le bar, parlant fort des arrangements floraux et de la vue sur la montagne. Leurs voix se sont estompées alors que je m'avançais plus loin dans la cour. Camille me tournait le dos, riant pour une autre photo, jetant un doux sourire par-dessus son épaule, comme elle le faisait quand elle voulait paraître gracieuse et naturelle. Le téléphone de Charles a sonné à nouveau. Il s'est éloigné une fois de plus, à quelques mètres seulement cette fois. Sa voix est restée basse, mais sa posture disait tout. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Il a mis fin à l'appel et est retourné vers Antoine. Leur conversation est devenue plus urgente. Antoine avait l'air de vouloir disparaître. Sa mère posait à nouveau des questions. Son père était à ses côtés maintenant. Le photographe s'est irrité et leur a fait signe de revenir pour les photos, mais aucun des deux hommes n'a bougé. Comme une lente ondulation sur l'eau, de plus en plus de gens ont commencé à remarquer leur visage. Élise, ça va de rester seule, a demandé une invitée de passage en ajustant la lanière de son sac. J'ai hoché la tête. Oui, ça va. Et j'allais bien. Paisible, même. Pas heureuse, pas en colère, juste stable d'une manière que je n'avais jamais ressentie avec ma famille auparavant.
Le groupe autour de Camille a légèrement bougé. Elle a finalement remarqué l'absence d'Antoine et a froncé les sourcils avec irritation. « Antoine, viens ici. » « Les photos. » Il n'a pas bougé. Elle a froncé les sourcils plus profondément et s'est dirigée vers lui, bouquet à la main. Elle a répété son nom. Il l'a regardée mais n'a pas semblé la voir. Son attention était toujours partagée entre elle et Charles. Son irritation s'est accentuée. « Antoine, que se passe-t-il » Il a dégluti difficilement. Charles est intervenu à sa place. « Nous devons parler. Maintenant. » Les mots étaient calmes mais fermes. Camille a cligné des yeux, peu habituée à ce qu'on lui parle de cette façon. « C'est à propos du traiteur ? Nous nous sommes déjà occupés de tout. » Charles a secoué la tête une fois. Son visage était pâle. « Non, ce n'est pas le traiteur. » Du coin de l'œil, un serveur a traversé la cour en hâte, portant un plateau de champagne. Il a jeté un regard curieux au groupe en passant. Un verre a légèrement basculé sous sa prise mal assurée, mais rien ne s'est renversé. Les invités ont commencé à chuchoter, les têtes se sont tournées. L'énergie a changé comme si quelqu'un avait tiré un fil à travers la foule et l'avait resserré. J'ai pris une autre gorgée d'eau. La glace avait fondu. Elle avait un goût plus chaud maintenant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Confirmation finale. J'ai l'exécuté. C'était tout ce qu'il disait. Court, sec, efficace. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main. De l'autre côté de la cour, la mère d'Antoine a touché le bras de son fils. Que s'est-il passé ? Il n'a pas répondu. Camille a finalement eu l'air effrayée. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, son souffle s'est coupé comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas pour la première fois de la journée. Elle a murmuré quelque chose à Antoine. Il a murmuré quelque chose en retour. Elle a trébuché d'un demi-pas. Pas grand-chose, mais assez pour que quiconque y prêtant attention le voie. Les invités ont commencé à murmurer plus fort. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec l'entreprise ? Pourquoi ont-ils cette tête ? Est-ce que tout va bien ? Personne ne savait, sauf moi. Une brise a balayé la cour, soulevant le bord de ma robe et emportant une légère odeur de pain. Camille a serré son bouquet plus fort, ses jointures blanchissant. Charles a brusquement mis fin à la conversation et s'est dirigé vers l'entrée du chalet, le téléphone de nouveau collé à son oreille. Antoine l'a suivi. Sa mère a suivi Antoine. Plusieurs cousins les ont suivis. Camille traînait derrière, en retard, tenant toujours son bouquet. Le photographe a crié après eux avec frustration, mais plus personne ne se souciait des photos. J'ai fini mon eau et j'ai posé le verre sur une table voisine. Ma main était légère. Mon rythme cardiaque est resté calme. Puis je me suis détourné et j'ai marché calmement vers le côté opposé de la cour, où le soleil frappait la pierre en taches chaudes et dorées. Derrière moi, les chuchotements se sont faits plus forts. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de gros. Quelque chose avec de l'argent. Et puis, faiblement, quelqu'un a prononcé la phrase qui a flotté dans l'air comme un fil tiré, une grosse somme vient d'être gelée. J'ai continué à marcher, et je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher vers le bord extérieur de la cour jusqu'à ce que les voix derrière moi se dissolvent en une douce brume. La pierre sous mes chaussures gardait un peu de chaleur du soleil de l'après-midi, et pendant un moment, je suis resté là, respirant l'air vif de la montagne. La neige le long de la lisière de la forêt scintillait dans la lumière, intacte et paisible, complètement séparée du chaos qui se déroulait derrière moi. Je ne me suis pas retourné à nouveau. Pas quand j'ai entendu une voix s'élever. Pas quand quelqu'un a appelé le nom de Camille. Pas quand une demoiselle d'honneur a eu un hoquet de surprise assez fort pour que le son résonne à travers le jardin. J'ai marché vers le parking à pas lents et réguliers, j'ai déverrouillé ma voiture et je me suis assise à l'intérieur un moment, les mains posées sur le volant. Une petite partie de moi se demandait si quelqu'un viendrait me chercher, mais personne ne l'a fait. Ni ma mère, ni Camille, ni une demoiselle d'honneur ou un cousin. Pas même un membre du personnel n'a été envoyé pour me surveiller. J'étais hors de vue, et donc oublié. C'est la partie qui m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. J'ai démarré le moteur et j'ai commencé le long trajet de retour vers Lyon. Les montagnes brillaient d'un or pâle alors que le soleil descendait, des ombres s'étirant sur l'autoroute. Pendant un moment, j'ai continué à rejouer l'expression sur le visage d'Antoine, la façon dont Camille a trébuché quand elle a réalisé que quelque chose avait basculé sous ses pieds. Mais finalement,
J'ai allumé la radio et j'ai laissé une douce chanson country remplir le silence. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, le ciel était devenu sombre. Je me suis changé en pyjama, j'ai préparé une tasse de thé et je me suis blotti sur le canapé. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne. Je m'attendais à un texto, quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien, sauf une alerte automatisée du système confirmant que le gel préliminaire était actif. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé ma tête reposer contre le coussin. Une douleur sourde pulsait derrière mes yeux. Je les ai fermés et je me suis endormi sans le vouloir. Quand le matin est arrivé, j'avais l'impression d'avoir dormi sous une couverture lestée. Lourde encore, mais assez lucide pour me lever, prendre une douche, enfiler un pull gris doux et me rendre au travail comme n'importe quel autre lundi. Lyon semblait plus froid que Chamonix, l'air plus vif, le trafic plus bruyant, le vent me fouettant le visage alors que je marchais de la station de tramway à l'immeuble de bureau. Le hall bourdonnait du bavardage habituel, des gens tenant des tasses de café et se saluant avec des sourires endormis. Mais quand je suis entré dans mon service, l'énergie a changé immédiatement. Les gens étaient regroupés en petits groupes près des bureaux. Quelqu'un chuchotait près de l'imprimante. Un autre se penchait près de son voisin de bureau avec de grands yeux. J'ai accroché mon manteau au dos de ma chaise et je me suis assise. Avant même que je puisse me connecter à mon ordinateur, Léa a passé la tête par-dessus la cloison. Ses yeux étaient grands, comme ils le devenaient quand elle avait quelque chose qu'elle mourait d'envie de me dire. « Tu as entendu ?» J'ai cligné des yeux. « Entendu quoi ?» Elle a baissé la voix. « Ce dossier de Chamonix sur lequel tu travaillais, il se passe quelque chose d'énorme. Ils ont signalé plusieurs incohérences dans les documents fiscaux. Certains des rapports de dépenses étaient dupliqués et gonflés, et il y a des rumeurs selon lesquelles quelqu'un aurait averti le système de vérifier plus en profondeur. » Mon cœur a fait un petit bond, mais mon visage est resté impassible. « Quel genre d'incohérence ?» Elle a secoué la tête. Personne ne connaît encore les détails, mais ça a l'air sérieux. Tout le monde en parle. Elle a fait une pause, observant ma réaction. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Juste fatigué. Elle m'a fait un petit sourire compatissant et a disparu de nouveau dans son bureau. J'ai fixé mon écran d'ordinateur vide un moment avant de finalement taper mon identifiant. Les courriels ont afflué, rappels de réunions, mise à jour de politique et plusieurs objets liés à l'examen de Chamonix. Un a attiré mon attention, avis d'examen interne, dossier de Chamonix en attente d'une enquête complète. Tout le personnel ayant accès au dossier doit préparer des documents supplémentaires. Mes doigts ont tremblé une seconde alors que je cliquais pour ouvrir le message. C'était direct et clinique. Rien ne me pointait du doigt. Rien ne demandait d'explication, juste une demande de compiler chaque note, chaque commentaire, chaque document justificatif lié au dossier. J'ai expiré lentement. Tout autour de moi, le bureau bourdonnait de tension. Des stylos tapaient nerveusement. Des téléphones vibraient. Les gens chuchotaient des choses qu'ils pensaient que personne ne pouvait entendre. C'est grave. Ils n'activent jamais ce niveau d'examen à moins de suspecter une intention. J'ai entendu dire que le gel avait touché de gros comptes. Je me demande qui est derrière tout ça. J'ai ouvert le répertoire de fichiers et j'ai commencé à organiser mes notes. Chaque détail, chaque signal d'alarme, chaque irrégularité. Pendant que je travaillais, des flashs du mariage me traversaient l'esprit, la cuisine, la chaise en métal, l'odeur d'ail et d'oignon, le son des applaudissements étouffés par les murs, le moment où je suis sorti, le moment où j'ai passé l'appel. C'était comme le souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. Vers midi, les gens ont commencé à se rassembler près de la salle de pause, parlant plus fort maintenant. J'ai entendu quelqu'un de la conformité dire que l'affaire avait dépassé l'examen préliminaire. Ils font appel aux auditeurs de l'État. Quelqu'un de la division des fraudes est également impliqué. Ça va devenir sordide. J'ai réchauffé mon déjeuner et je me suis assise à une petite table près des fenêtres. Des flocons de neige tombaient lentement du ciel, donnant à la ville un aspect plus doux que d'habitude. Léa m'a rejointe avec sa salade. Elle a piqué sa laitue, puis s'est penchée. Alors, écoute ça. J'ai entendu dire que le dossier est lié à quelqu'un d'assez haut placé, comme un cadre, peut-être même sa famille. Tu sais comment ça se passe. Personne ne donne de nom, mais quelqu'un a dit que le chef des opérations à Chamonix pourrait être impliqué. Ma poitrine s'est resserrée. Chef des opérations à Chamonix. Charles Fournier.
Le même homme qui avait pris cet appel téléphonique au mariage, son visage se pétrifiant. Le même homme à côté duquel Antoine se tenait, l'air accablé. Le même homme dont la voix avait trahi une panique silencieuse quand il avait reparlé. J'ai remué ma soupe lentement. Mon esprit rejouait la façon dont il avait regardé son téléphone, puis son nouveau gendre. Je me demandais s'il avait déjà fait le lien, s'il avait réalisé que le dossier de son entreprise était en cours d'examen depuis des semaines, s'il avait envisagé que quelqu'un de proche de la situation aurait pu déclencher quelque chose que son équipe avait espéré que personne ne remarquerait jamais. Après le déjeuner, le bureau est devenu plus calme alors que les gens retournaient à leur bureau. J'ai fini de télécharger mes documents supplémentaires et je les ai envoyés à l'équipe d'examen. Quelques minutes plus tard, un autre courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Celui-ci était marqué comme urgent. Veuillez fournir toutes les notes brutes, les horodatages et les journaux de recoupement liés à la soumission de Chamonix. Les auditeurs de l'État commenceront les entretiens préliminaires demain. Je suis resté immobile un moment. Les mots semblaient pulser sur l'écran. Cela avait dépassé tout ce que je contrôlais. Ce n'était plus un choix personnel ou une action privée. C'était maintenant entre les mains des auditeurs de l'État, des enquêteurs des fraudes, des agents de conformité et des équipes juridiques avec une autorité bien supérieure à la mienne. J'ai fermé le courriel et je me suis penché en arrière, fixant la douce lueur des plafonniers. Un faible mélange d'émotions tourbillonnait en moi. Malaise, soulagement, tristesse, quelque chose comme une justification, et autre chose pour laquelle je n'avais pas de nom. C'était au fond de ma poitrine, calme et stable. Vers 3 heures de l'après-midi, 2 collègues sont passés devant mon bureau, parlant à voix basse. J'ai entendu dire que Charles Fournier a dû quitter le mariage plus tôt à cause de ça. Sa femme était embarrassée. Il avait l'air de pouvoir s'évanouir. Quoi que ce soit qui ait été gelé, ça devait être énorme. Énorme. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient immobiles sur le bureau, le bout de mes doigts se touchant légèrement. J'ai continué à travailler le reste de l'après-midi, examinant d'autres dossiers, répondant à des messages, essayant de me réintégrer au rythme normal du bureau. Mais sous la surface, tout semblait différent. Au moment où j'ai rangé mes affaires et que je me suis dirigé vers les ascenseurs, les couloirs bourdonnaient à nouveau d'incertitude. Les gens spéculaient, devinaient, essayaient de prédire ce qui se passerait quand les auditeurs arriveraient. Je suis sorti dans l'air froid du soir, le même genre d'air dans lequel j'étais sorti la nuit où j'avais reçu le faire-part de mariage. Mais cette fois, quelque chose en moi se sentait plus stable. À la station de tramway, je me tenais sur le quai et je regardais la neige tomber en fins flocons, dérivant dans le vent. Un groupe d'adolescents riait à proximité. Une femme dans un manteau rouge vif parcourait son téléphone. Quelqu'un fredonnait sous son souffle. J'ai senti la faible vibration dans ma poche. Un nouveau courriel. Je l'ai ouvert. Demande d'entretien. Veuillez confirmer votre disponibilité pour demain après-midi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon téléphone lentement et j'ai expiré longuement, ma buée se formant dans l'air devant moi. Les phares du train sont apparus au bout de la voie, brillant doucement à travers la neige du soir. Alors qu'il approchait, j'ai reculé légèrement, laissant passer un homme en costume. Tout à coup, les pièces se sont assemblées dans mon esprit. L'obsession de Camille pour l'image parfaite. La pression constante de ma mère. La peur d'être embarrassé devant la famille Fournier. L'urgence de me garder silencieuse et cachée. Le dossier de l'entreprise, les incohérences, le gel, la panique, l'appel téléphonique. Charles, Antoine, Camille. Tout cela était lié en un nœud serré qui commençait à peine à se défaire. Je suis monté dans le train et j'ai trouvé un siège vide à l'arrière. Les portes se sont fermées. Le train a démarré en cahotant. Mon reflet dans la fenêtre avait l'air calme. Trop calme pour ce qui allait suivre. Alors que le train traversait la ville, j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai regardé le léger flou des lumières filer sur la vitre. Demain, tout commencera à éclater. Mais pas pour moi. Pour eux. Les jours qui ont suivi le contact des auditeurs se sont écoulés plus tranquillement que je ne l'avais prévu. Pas d'appel téléphonique soudain de ma mère, pas de message de Camille, aucun parent n'a pris contact pour demander comment s'était passé le mariage. C'était comme si tout le monde avait décidé au même moment de me chasser de leurs esprits, de prétendre que je n'avais même pas été à la cérémonie. J'allais au travail, je répondais aux questions de l'équipe d'examen, je fournissais des documents et je restais concentré. Le monde extérieur continuait de bouger,
mais une étrange immobilité régnait dans mon appartement chaque soir lorsque je rentrais et que je posais mon sac sur la table de la cuisine. Une semaine entière après le début de l'enquête, je me suis réveillé au son de coups urgents à ma porte, le genre de coups qui trahissent la panique, pas la politesse. Mon cœur a battu fort une fois avant que je me ressaisisse et que je resserre mon pull autour de mes épaules. Quand j'ai ouvert la porte, Camille était là. Ses cheveux étaient en désordre, attachés en un chignon lâche qui semblait avoir été abandonné à mi-chemin. Son maquillage était strié autour de ses yeux, comme si elle avait essuyé des larmes et étalé du mascara sans s'en rendre compte. Elle portait toujours ce qui semblait être le même manteau blanc qu'elle avait porté à la réception du mariage, seulement maintenant il pendait de travers sur ses épaules, la ceinture traînant d'un côté. Elle m'a regardé comme quelqu'un regarde une rafale de vent froid à laquelle il n'était pas préparé. « Élise » a-t-elle murmuré, la voix rauque. « J'ai besoin de te parler. » J'ai reculé et je l'ai laissée entrer. Elle s'est déplacée lentement, ses talons claquant de manière instable sur le parquet. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a posé ses deux mains sur le bord, comme si elle avait besoin de cette stabilité juste pour rester assise. Sa voix s'est brisée quand elle a finalement parlé. Tout s'est effondré. Je suis resté debout, m'appuyant légèrement sur le comptoir. J'ai attendu qu'elle continue, lui laissant l'espace de dire ce qu'elle avait besoin de dire. Ces mots sont sortis par bribes. Le gel financier avait touché tous les comptes liés à Antoine et à sa famille. Ses parents avaient été pris au dépourvu. Ils avaient supposé que leur fils épousait une famille respectable, pas une associée à une entreprise sous enquête. Ils ont interrogé Charles. Ils ont interrogé Antoine. Et quand Camille est entrée dans la conversation, ils l'ont interrogé aussi. Ils pensent que je savais quelque chose, a-t-elle dit en pressant une main tremblante sur son front. Ils pensent que je leur ai menti. Ils pensent que j'ai épousé leur famille pour profiter de l'argent de son entreprise. Ils pensent que j'ai comploté quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration, laissant ces mots s'installer. Ils ressemblaient à des pièces d'un puzzle que j'avais déjà vu se former le jour du mariage. Elle a levé les yeux vers moi. Et maintenant, il ne me parle plus. Antoine a fait sa valise et est allé vivre chez ses parents. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Puis sa voix s'est complètement brisée. Ils ont tout gelé. Notre compte joint, mon compte personnel qu'ils avaient aidé à ouvrir, même la caution de l'appartement qu'ils avaient payé. Elle s'est affalée sur la chaise, ressemblant à quelqu'un qui était passé à travers une fine couche de glace. Puis elle a plissé les yeux, m'étudiant avec un mélange de confusion et de peur. Quelque chose s'est passé au mariage. Quelque chose a commencé ce jour-là, et je ne peux pas ignorer le sentiment que tu sais quelque chose que j'ignore. J'ai gardé mon expression calme. Qu'est-ce qu'elle attendait que je dise? Que sa cruauté lui était revenue en pleine figure plus vite qu'elle ne l'imaginait? Que pendant qu'elle me cachait dans une cuisine et riait avec notre mère dans le couloir, la vérité tirait déjà sur les fils dont elle dépendait? Elle s'est penchée en avant soudainement, la colère perçant à travers son épuisement. Pourquoi es-tu venu au mariage habillé comme ça? Pourquoi t'es-tu promené? Pourquoi as-tu parlé à qui que ce soit? J'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser. Le même genre d'immobilité que j'ai ressenti dans la cuisine ce jour-là, quand l'humiliation s'est transformée en clarté. J'ai répondu calmement, je ne me suis pas promené. J'ai suivi les instructions que ton organisatrice m'a données. Je n'ai parlé à personne. Je me suis assise là où ils m'ont dit de m'asseoir. Le visage de Camille s'est tordu. Elle savait exactement ce que je voulais dire, que j'avais été envoyé m'asseoir dans une cuisine comme si j'étais un inconvénient, une horreur, un fardeau. Elle a essayé de détourner le regard, mais j'ai continué doucement. J'étais là où tu me voulais. Ses épaules se sont affaissées, et elle a couvert son visage de ses deux mains. Je pouvais l'entendre lutter pour respirer régulièrement, comme si elle combattait une autre vague de larmes. Après un long silence, elle a de nouveau levé la tête. Dis-moi pourquoi. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce que tu as fait. Sa voix tremblait entre la peur et l'accusation. Je suis allé à mon petit bureau dans le coin et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur se trouvait un dossier où j'avais sauvegardé des captures d'écran. Je n'avais pas l'intention de les lui montrer, pas au début, mais maintenant qu'elle était assise, brisée et désespérée dans ma cuisine, demandant des réponses dont elle ne s'était jamais souciée auparavant, j'ai réalisé que la vérité la blesserait plus profondément que tout ce que je pourrais dire. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai glissé vers elle. Elle l'a ouvert lentement,
ses doigts tremblants. La première page contenait la capture d'écran que le membre du personnel m'avait montré, un message qu'elle avait envoyé à l'organisatrice qui disait en texte clair et sans équivoque qu'elle voulait que je sois caché, que je gâcherais ses photos, que je devrais manger à l'arrière si je devais manger. Je l'ai regardé le lire. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, puis a tremblé. Elle a tourné à la deuxième page, un message de notre mère disant à l'organisatrice de ne pas me laisser errer, que je devrais rester à l'écart, que ce serait mieux pour tout le monde si je restais dans les coulisses jusqu'à la fin de la réception. Son souffle s'est coupé. Elle a cligné des yeux fortement comme si elle essayait de forcer les mots à devenir flous. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux grands et brillants. Élise, je ne le pensais pas comme ça. C'était le mariage. C'était stressant. Les gens disent des choses sous pression. Tu sais comment maman est. J'ai soutenu son regard mais je n'ai pas parlé. Sa voix s'est élevée. Ce n'est pas juste. Tout ce pourquoi j'ai travaillé s'effondre. Antoine est parti. Sa famille me déteste. Il pense que j'ai menti ou caché quelque chose. Il pense que je fais partie de la fraude. Elle a dégluti difficilement. Je ne savais pas que son entreprise était sous enquête. Je le jure. S'il te plaît, crois-moi. Je la croyais. Vraiment, Camille était beaucoup de choses, mais elle n'était pas assez stratégique pour cacher un scandale financier. Elle ne s'était jamais assez souciée des affaires ou des chiffres pour même les comprendre. Mais je me souvenais aussi de la cérémonie, l'expression sur le visage de Charles, l'expression sur le visage d'Antoine, les chuchotements, la panique, la façon dont Camille continuait de sourire pour les photos, trop concentrée sur elle-même pour remarquer l'effondrement qui se formait autour d'elle. Elle n'était pas innocente, pas de la manière dont elle le pensait. Elle avait aussi contribué à quelque chose, une vie de méchanceté, de cruauté et d'humiliation déversée sur la seule personne qui n'avait jamais riposté. Elle a tendu la main sur la table soudainement, agrippant le bord avec des jointures blanches. Élise, pourquoi as-tu laissé cela arriver? Pourquoi as-tu détruit ma vie? Les mots ont frappé l'air comme une étincelle, vif, brillant et faux. Je me suis redressé, sentant quelque chose de vieux et de silencieux monter en moi. J'ai parlé doucement, chaque mot stable. Je n'ai pas détruit ta vie. Elle s'est figée. J'ai continué. Ta vie s'est effondrée à cause des mensonges au sein de l'entreprise de ton mari. Des mensonges qui n'avaient rien à voir avec moi. Elle a secoué la tête rapidement, refusant la vérité. Je me suis approché, laissant mes mots s'installer dans l'espace entre nous. Et pour tout le reste, ce que tu as dit sur moi, ce que maman a dit, la façon dont tu voulais que je sois caché. C'était ton choix. Tu as pris ces décisions. Tu as envoyé ces messages. Elle a fixé les pages devant elle comme si elles étaient empoisonnées. J'ai pris une inspiration. Tu as demandé pourquoi. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Pourquoi ta vie semble s'effondrer? J'ai attendu que ses yeux rencontrent les miens. C'est toi qui t'es fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de cacher la vérité. Elle s'est affalée sur la chaise, ses épaules s'effondrant sur elle-même. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vue sans les cheveux parfaits, le sourire parfait, l'armure parfaite qu'elle portait partout. Elle ressemblait à une enfant à qui on avait enfin dit « non » pour la première fois. Après un long silence, elle a murmuré, à peine audible, « Tu me détestais à ce point ». La question ne m'a pas fait mal comme je l'aurais cru. J'ai parlé doucement. Je ne t'ai jamais détesté. Pas une seule fois. J'ai juste finalement arrêté de te laisser décider qui je suis. Son souffle est sorti dans une expiration tremblante. Elle a fixé la table, puis ses mains, puis à nouveau le dossier. Quand elle a finalement levé les yeux, il ne restait plus rien dans son expression, sauf l'épuisement. Elle a essayé de demander une dernière fois. Dis-moi ce que je suis censé faire maintenant. J'ai secoué la tête doucement. Je ne peux pas répondre à ça pour toi. Ses yeux se sont de nouveau remplis de larmes, mais cette fois, elle ne les a pas combattus. Elle s'est levée lentement, resserrant son manteau autour d'elle. Elle s'est dirigée vers la porte à petits pas inégaux. Avant de partir, elle s'est retournée une dernière fois, espérant que je lui donnerais quelque chose, une promesse, une réassurance, une bouée de sauvetage. Je ne lui ai rien donné. J'ai simplement ouvert la porte. Elle est sortie sans un autre mot. Ses pas dans le couloir sont devenus plus doux jusqu'à disparaître complètement. J'ai fermé la porte doucement. Le silence qui a suivi était lourd, mais il était paisible.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids dans ma poitrine se desserrer, et la maison était calme. Après le départ de Camille, ce calme m'a enveloppé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas le silence lourd que je ramenais habituellement des dîners de famille, plein de non-dits et de blessures ignorées. C'était différent, propre, honnête, presque comme l'air après un orage, quand tout est plus clair, même si le sol est encore détrempé. Les jours se sont transformés en semaines. Ma vie s'est installée dans un nouveau rythme qui n'était pas bruyant ou spectaculaire, mais stable. Je me levais, je préparais du café, je nourrissais le chat et j'allais au travail. L'enquête sur les laboratoires Montblanc Pharma avançait en arrière-plan de tout, comme un battement de tambour que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais sentir à travers le sol. Environ une semaine après ma conversation avec Camille, j'ai commencé à voir une thérapeute, une femme nommée Dr Renaud, dans un petit cabinet près de la place Bellecour. Elle portait des pulls confortables et gardait une boîte de mouchoirs sur la table à côté du fauteuil où je m'asseyais. La première fois que j'y suis allé, je lui ai dit que je ne savais pas vraiment ce que j'étais censé dire. Elle a souri doucement et m'a dit que nous pouvions commencer par ce que cela faisait d'être l'invisible dans ma propre famille. Alors, je lui ai parlé des régimes à 10 ans, des vestes de pom-pom girl à 16 ans et des cérémonies de remise de diplôme où ma réussite était un bruit de fond. Je lui ai parlé du faire-part de mariage, des instructions de porter des couleurs sombres, de la chaise de cuisine et des captures d'écran de l'organisatrice. Je lui ai parlé de l'appel que j'ai passé dans le couloir et de ce que cela m'a fait ressentir, non pas comme de la vengeance, mais comme une nécessité, comme choisir l'oxygène plutôt que la fumée. Elle a écouté. Elle a hoché la tête. Parfois, elle posait des questions douces qui me faisaient faire une pause et regarder ma propre histoire sous un angle différent. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ce qui s'était passé au mariage n'était pas une cruauté isolée. C'était le chapitre le plus bruyant d'un livre qui s'écrivait tout seul depuis des décennies. Au travail, les choses sont restées chargées. Les auditeurs allaient et venaient, rencontrant le personnel, examinant les documents, posant des questions calmes et méthodiques. Quand ce fut mon tour d'être interrogé, je suis entré dans une petite salle de conférence avec 2 personnes du bureau de l'État. Elles m'ont demandé comment j'avais évalué le dossier de Chamonix, ce que j'avais remarqué, quelles mesures j'avais prises. J'ai répondu simplement. Je n'ai rien embelli ni caché. J'ai expliqué que mon travail consistait à suivre les preuves et que les preuves dans ce dossier ne collaient pas. Elles m'ont remercié et m'ont dit que mes notes avaient été complètes, que j'avais fait ce que mon poste exigeait. En sortant de la pièce, j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient pas. Cela en soi ressemblait à une victoire tranquille. 6 semaines après le mariage, une fine couche de neige s'accrochait encore aux parties ombragées de Lyon, mais les trottoirs avaient commencé à se dégager. Un vendredi après-midi, vers la fin de la journée de travail, un nouveau courriel est apparu dans ma boîte de réception. Il portait un objet neutre du système d'examen, résumé de cas disponibles, laboratoire Montblanc Pharma, résultats préliminaires. Je suis resté assise un moment avant de l'ouvrir. Le bureau autour de moi bourdonnait des bruits habituels de fin de semaine, imprimante, conversation à voix basse, quelqu'un riant doucement près de la salle de pause. J'ai cliqué sur le message. Le résumé était bref et formel. Il indiquait que la demande des laboratoires Montblanc Pharma avait été rejetée. Le projet ne répondait pas aux critères de soutien public. Il mentionnait des irrégularités dans les dépenses déclarées, des divergences dans la documentation fiscale et des schémas compatibles avec une fausse déclaration délibérée. Il notait que le cas avait été transmis aux autorités compétentes pour toute action en justice supplémentaire que l'État pourrait engager. Il n'y avait aucune mention de nom au-delà des titres, aucun langage spectaculaire, juste des lignes claires et factuelles exposées sur un ton calme. Mes yeux se sont dirigés vers le bas du résumé où une petite case listait les détails financiers. Valeur totale temporairement gelée en attente d'examen, lisait-on. J'ai senti mon souffle se couper en lisant le chiffre à côté, 23 millions d'euros. Le nombre était là, sur l'écran, simple et sans fioriture. Pas dans les gros titres. Pas chuchoté dans une cour. Juste imprimé en petites lettres noires dans un résumé système. J'ai expiré lentement, un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ce n'était pas un rire. Ce n'était pas un sanglot. C'était quelque chose entre les deux, une libération, un lâcher-prise. Pour moi, il ne s'est jamais vraiment agi de l'argent. Pas vraiment. Je me fichais que leur compte soit important ou non. Ce qui comptait, c'est que pour une fois, les conséquences de la malhonnêteté étaient retombées là où elles devaient, pas sur les personnes qui avaient passé leur vie à essayer de rester petites et dociles.
J'ai fermé les yeux un moment, posant légèrement le bout de mes doigts sur le bureau. Quand je les ai rouverts, le bureau avait l'air identique. Mes collègues passaient toujours avec des dossiers à la main. Un téléphone a sonné dans le bureau voisin. Rien de spectaculaire n'avait changé dans le monde visible. En moi, tout avait changé. Ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai allumé une bougie sur la table basse et je me suis blotti sur le canapé avec une couverture. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre. Mon chat a grimpé sur mes genoux et a commencé à ronronner, le son doux et régulier. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère est apparu sur l'écran. Elle écrivait que les choses avaient été difficiles pour Camille, que la famille Fournier avait pris ses distances, qu'il était question d'avocat et de séparation. Elle disait qu'elle ne comprenait pas comment tout avait si mal tourné alors que tout ce qu'elles avaient toujours voulu, c'était une vie meilleure. Elle a ajouté une dernière ligne, me demandant si j'avais quelque chose à voir avec l'examen. J'ai fixé les mots pendant un long moment. Autrefois, je me serais précipité pour arranger les choses. Je me serais excusé juste pour maintenir la paix, même pour des choses que je n'avais pas faites. Je me serais expliqué, essayant d'obtenir d'elle un ton plus doux. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et j'ai laissé le message là, sans réponse. Non pas par vengeance, non pas comme une punition, simplement comme une limite. Je ne lui devais pas d'explication pour avoir fait mon travail honnêtement. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix était plus calme que d'habitude. Il a dit que les choses à la maison étaient tendues, que « ta mère a du mal », ses mots sortant raides et incertains. Il a admis qu'il ne savait pas comment arranger tout ça. Puis, après une pause, il m'a dit qu'il était content que j'aie des gens au travail qui me respectaient, qu'il avait toujours su que j'étais doué pour les détails. C'était la chose la plus proche qu'il ait jamais faite de dire qu'il était fier. Je l'ai remercié. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais quand j'ai raccroché, la douleur associée à lui semblait un peu moins vive. Quant à Camille, j'ai appris des bribes de sa situation par de courtes mises à jour. Elle a emménagé dans un petit appartement plus près de la ville, qu'elle pouvait se permettre sans l'aide de la famille Fournier. Elle a pris un poste dans une clinique pour faire du travail administratif. Les événements sociaux prestigieux ont disparu de ses réseaux sociaux. Tout comme les photos posées avec des angles parfaits. Nous ne sommes pas devenus proches. Je ne suis pas soudainement devenu sa confidente. Mais une ou deux fois, elle a envoyé un simple message disant qu'elle essayait de découvrir qui elle était sans le besoin constant d'impressionner les gens, qu'elle allait aussi en thérapie, qu'elle réalisait enfin à quel point son identité avait été construite sur son apparence à côté des autres. Je lui ai souhaité le meilleur, de loin. Je ne l'ai pas réinvité dans la partie de moi qui avait passé tant d'années à mendier des bribes d'approbation. Dans ma propre vie, les choses sont devenues plus calmes, puis plus riches de petites manières ordinaires. J'ai commencé à suivre un cours de yoga le samedi matin. J'ai essayé de nouvelles recettes le dimanche, non pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce que j'aimais la façon dont la cuisine calmait mon esprit. Je suis allé me promener au parc de la Tête d'Or et j'ai observé les oies sur le lac, leur mouvement lent et facile apaisant quelque chose en moi. Le travail n'est pas devenu parfait, mais ma perception de celui-ci a changé. J'ai commencé à voir clairement que mon souci du détail, la compétence que ma famille qualifiait autrefois de tatillonne, était une force qui protégeait les personnes qui avaient moins de pouvoir que les entreprises demandant de l'aide. Mes rapports signifiaient quelque chose. Mes questions comptaient. Un après-midi, alors que je quittais le bâtiment, Léa a marché à côté de moi, emmitouflée dans un épais manteau. Elle m'a donné un coup de coude et a dit qu'elle avait entendu dire que les examinateurs de l'État avaient mentionné mon nom de manière positive, qu'ils avaient apprécié la rigueur avec laquelle j'avais tout documenté. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la vengeance. C'était la chaleur d'être vu avec justesse, pour la première fois, par des personnes qui comptaient dans une partie de ma vie qui me semblait solide. C'était le contraire de se tenir derrière un pilier ou de s'asseoir seul dans une cuisine. Parfois, tard le soir, mon esprit revenait encore au mariage. Pas à l'humiliation, pas à la chaise de cuisine, mais au couloir où je me tenais avec mon téléphone à la main, au moment où j'ai décidé de dire les mots, soumettez le dossier. Je me souvenais de la tranquillité de ma voix, de la justesse que j'ai ressentie en laissant le système faire ce pourquoi il était conçu. Ce que j'avais fait n'était pas spectaculaire. Je n'avais rien piraté. Je n'avais pas créé de mensonges. J'avais simplement cessé de participer au silence qui protégeait la tromperie des autres. Il y a une sorte de vengeance qui est mesquine et bruyante, pleine de cris et d'assiettes cassées. Je pensais que c'était la seule version qui comptait.
Maintenant, je sais que non. Parfois, la vengeance consiste simplement à refuser de mentir pour les gens qui vous ont fait du mal. Parfois, c'est sortir du rôle qu'ils vous ont assigné et laisser la vérité se tenir sans votre aide pour la cacher. Alors que j'étais assise là, sur mon canapé, écoutant le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement vu le monde de ma sœur s'effondrer. J'en avais construit un nouveau pour moi-même. Un monde où ma valeur n'était pas mesurée par mon apparence sur les photos ou par ma capacité à correspondre à l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. Un monde où ma voix, utilisée avec soin, pouvait changer le cours des choses qui n'allaient pas. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.